What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes en forme. Cette semaine, le podcast est une présentation encore une fois que Polysleep, esti, yes sir! Polysleep, un gros merci encore, commanditer le podcast, hein? C'est la saison des allergies, fait que si vous êtes comme moi, quelqu'un qui a peur des microbes, qui est bien gratte-ciel aussi, allez checker Polysleep, ok? Embarquez avec eux autres, parce que eux autres, ils ont une affaire antimicrobienne, une mousse antimicrobienne pour protéger votre matelas qui s'accumule, des allergies puis tout ça, ok? Puis en plus, ça vous permet de donner une durée de vie à votre matelas encore plus longtemps. Fait que Polysleep, c'est pas de la merde, ça c'est la high class des matelas. Allez checker avec Polysleep. En plus, ils vous offrent un rabais de 25%, ok, avec le code ALAIN25, ALLAIN, mon nom de famille, 25, puis c'est un rabais de 25%, fait que si vous avez l'intention de vous acheter un matelas, des oreillers, peu importe, il y a d'autres produits en plus connexes, allez au polysleep.ca, ok? Puis en plus, ça c'est une offre qui est d'une durée du 19 mai au 1er juin. Fait que, allez avec Polysleep, le lien il va être dans la description du podcast, ok? Fait que, gros merci à Polysleep. Là, je ris parce que, même, ça fait juste comme 45 fois que j'en prends mon esti d'intro, pis j'étais écœurant en tabarnak, là. Fait que, c'est ça, cette semaine, qui qu'on soit, c'est nul autre que Sébastien Ricard. J'ai eu vraiment du fun à recevoir Sébastien Ricard. Moi, j'ai eu vraiment, j'ai beaucoup trippé, écouter le film. J'ai adoré le film Dédé Fortin à travers les brumes. Puis c'est Sébastien Ricard qui fait l'interprétation de Dédé Fortin. Puis il nous a parlé du film, puis il nous a donné les moindres détails de toutes les questions que j'ai posées. Puis même il nous a raconté une anecdote de comment il a réussi à trouver le personnage de Dédé. Puis là, l'anecdote, elle est excellente, ok, là, pour vrai, fait qu'un énorme merci à Sébastien. Puis aussi, on a beaucoup parlé de Loco Locas, tu sais. Puis il a vraiment rentré dans des questions, la réponse que je lui demandais. Puis, tu sais, je demandais aussi, tu sais, comment il est perçu à travers l'univers du rap. Puis la réponse qu'il a donnée était écœurante, tu sais, c'est vraiment, tu vois que le gars, il se prend pas au sérieux, puis en même temps, il sait d'où ce qu'il vient, il sait qu'est-ce qu'ils ont accompli avec Loco Locas, fait que c'était juste vraiment du bonbon, là, ce podcast-là. Le gars, il est crissement nice, j'ai eu crissement du fun avec lui, vous allez voir, on a une crise de belle complicité ensemble. Puis, fait qu'un gros merci à Sébastien Ricard. Puis j'espère que vous allez triper autant que moi, j'ai trippé à le recevoir. Puis aussi, juste avant que je vous laisse l'écouter le podcast, allez vous abonner au Patreon du WhatsApp Podcast si vous cherchez comment nous encourager, comment, tu sais, nous, il y a moi, Jason, plus mon poker, c'est pour ça. Puis si vous cherchez comment vous pouvez nous aider, allez vous abonner au Patreon, c'est vraiment pas cher, c'est 2-3 pièces par mois, il y en a des forfaits à 10, il y en a d'autres à 25, mais bref, ça vous donne tous les épisodes du podcast avant qu'ils sortent en ordre chronologique. Là, en ce moment, il y a déjà Maxime Martin qui est sur le Patreon, il y a Roxane Bruno, il y a Mariana Madza, il y en a plein d'autres aussi. Fait que vous allez vraiment triper. Ou sinon, si vous n'avez pas le budget pour, c'est bien correct, puis vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours le faire en partageant le podcast. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, devenez abonné, compte Instagram Jerry Alain, la page Facebook Jerry Alain, ça va être encore crissement apprécié. Puis aussi, j'aimerais remercier le team WhatsApp de cette semaine. On avait Alexandre Lavoie, on avait Jérôme Arbour, Maxime Jasmin, Sébastien Baudouin, puis il me semble que j'en manque un. Là, je l'ai tué. Danny Joe Deschaines aussi. Drette ça. Cool! Mon ordi avait gelé. J'ai réussi à m'en souvenir avant qu'il apparaisse. Fait que sur ça, je vous laisse écouter le podcast. Un gros merci à Sébastien Ricard. Merci à tous mes abonnés Patreon. Merci à tout le monde qui l'écoute, qui écoute le podcast. Puis, sinon, sur ça, on se revoit la semaine prochaine. Gros merci tout le monde.
Peace out et bonne écoute. What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir Sébastien Ricard. Ça va bien, mon gars? Ça va bien, toi, Jer? Yes! Hey, mon man, j'ai trippé sur le film de Dédé Fortin. Ah, wow, merci. Hey, man, c'est vraiment un très, très bon film. Tu t'en fais-tu encore beaucoup parler de ce film-là? Parce que ça fait quand même depuis 2009. Là, non, c'est vrai, c'est curieux que tu me parles de ça. Tu vois, j'étais une émission qui est d'une autre facture que de la tienne à Julie Schneider la semaine dernière. Puis, c'est-tu la semaine des 4 Julie. OK, cool. Puis elle m'a interrogé. En fait, elle a fait un survol de ce que j'avais fait, puis elle a beaucoup parlé de ce film-là. Donc, c'est un film dont je me fais parler encore souvent, par du monde dans la rue aussi. C'est un film qui a visiblement fait plaisir à bien du monde, puis c'est sûr que ça me fait super plaisir quand le monde me dit qu'ils ont aimé ça. Ben ouais. Hey man, moi j'ai trippé dessus, là, tu sais, surtout. En plus, toi, t'étais pas fan des colocs avant de faire le film? Ben, pas fan. Ouais, à ce moment-là. J'y connaissais pas, tu sais, ce qui est vraiment bizarre. Tu sais, un petit peu, j'avais entendu les 2-3 tunes qui jouaient beaucoup à la radio, puis... curieusement, il y avait une amie à moi qui m'avait invité au lancement de Dehors Novembre quand même. Tu sais, j'aurais pu accrocher là, mais non. Puis en parallèle de ça, la fin des colocs coïncide avec le début de Loco, qui est le band de rap dans lequel je suis. Puis, fait que, tu sais, nous autres, on était vraiment plus dans notre trip. Puis je dis curieusement parce que c'est vraiment après coup, puis après avoir fait le film, puis après m'être intéressé à leur musique. Là, je suis vraiment devenu un fan, mais j'ai compris aussi que inconsciemment, Loco vient un peu de ça. T'sais. Ben c'est ça, les deux souverainistes. Souverainistes. C'est ça, tu sais, les buts sont les mêmes. Les préoccupations sont souvent les mêmes. C'est les manières de le mettre en mots et en musique qui sont vraiment différentes parce que, tu sais, ça, c'est plus reggae, rock. Puis nous, on était vraiment rap, là, mais c'est vrai qu'on a les mêmes préoccupations. Mais ça m'a pris comme de faire le film, de vraiment plonger dans la musique, de faire le disque qui était celui qui accompagnait le film pour vraiment comprendre à quel point... Ben, qu'on venait un peu des colocs, puis à quel point j'étais un fan fini de la musique des colocs, puis de André Fortin, de ce poète-là, en fait. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, tu tripes ces colocs. Ben, tu sais, je tripe ces colocs. Je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, curieusement, en général. Okay. Ah ouais? C'est assez particulier. Pour un musicien. Ouais, c'est vrai, tu sais, c'est comme... Je vais écouter de la musique quand je suis dans des bars ou en char avec un très bon système de son, tu sais, puis ça prend des conditions particulières pour moi. Des fois, je vais m'asseoir avec des écouteurs pour écouter un disque au complet, mais tu sais, comme Shafik, avec qui j'ai beaucoup travaillé, tu sais, il y a du monde qui vit avec de la musique 24 heures sur 24, ça fait partie de leur vie, tout ça. Moi, c'est vraiment pas... Je suis plus quelqu'un qui lit qui écoute de la musique, finalement. Ouais. Fait que toi, c'est genre, dans le fond, ça va être... Genre, t'es en train de faire à manger... Tu mets pas de musique ou tu mets un podcast? Ouais, non, je vais écouter une nouvelle, en fait. OK, tu vas mettre la radio. Je mets la radio beaucoup. OK, plus un gars de radio. Je suis plus un gars de radio, mais ça m'arrive d'écouter des podcasts quand même de plus en plus. OK. Ouais, ça commence quand même à pogner, devenir de plus en plus populaire. Ouais, puis c'est vraiment formidable, sérieusement. Toi, tu commences à en avoir un podcast? Ben, en fait, c'est pas comme toi, une émission, tu sais, qui... Ça fait comme 4 ans que tu me dis que ça fonctionne, quand même, ça, c'est vraiment installé, là, mais moi, j'ai fait un podcast qui est sorti. La crise d'octobre. C'était les 50 ans de la crise d'octobre en octobre dernier. Puis avec Brigitte Henquin, une amie à moi qui est aussi metteur en scène de théâtre, on a travaillé conjointement. Mais moi, j'ai écrit tout un podcast. Toute la narration, c'est moi qui l'ai écrite sur la crise d'octobre. Puis je partais du principe que si j'avais pas vécu la crise d'octobre, c'était quand même un événement qui avait très certainement déterminé mon éducation politique citoyenne. J'essayais de comprendre d'essayer de débrouiller l'impact que ça a pu avoir sur moi, tu sais, fait que ça m'a permis de replonger dans toute cette époque-là, puis c'était intéressant de le faire aussi parce que c'est un épisode qui est pas beaucoup sorti depuis 50 ans de l'espèce d'histoire classique qu'on nous raconte, là, qui est assez mince puis pas à la hauteur de l'événement lui-même. Fait que ça m'intéressait d'élargir un peu le spectre puis d'aller... Fait que j'ai beaucoup lu là-dessus. C'est une petite partie d'histoire du Québec, ça, pareil. Oh, ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce qui est arrivé, là, à octobre. Moi, j'ai reçu Félix Rose, là, le fils de Paul Rose. De Paul Rose, ouais. Puis il m'a parlé justement du documentaire. Écœurant. Tu sais, puis je trouvais que c'est cool de revenir dans cette partie de l'histoire du Québec, tu sais, qu'il y en a bien... Moi, je suis rendu à 30 ans, puis tu sais, on n'en a pas... J'en ai pas tant entendu parler que ça, tu sais, fait que c'était...
Ben, tu sais, ça aussi, c'est que pourquoi on n'en entend pas parler, tu sais. Puis Ouais. ça faisait partie aussi de la réflexion. Puis je trouve que Félix Rose, le film qu'il a fait, qui est quand même passé 10 ans de sa vie là-dessus, là, tu sais. C'est comme le fils d'un des 4 membres de la cellule Chénier avec son père, Paul, Denis Lortie, Francis Simard. Tu sais, c'est eux qui sont responsables de la mort du ministre Laporte. Fait qu'il y avait comme une espèce de... C'était une grosse responsabilité qu'il prenait en tant que fils d'essayer de replonger là-dessus. Puis surtout qu'il y a un angle où il n'est pas justement dans la démonisation. Évidemment, c'est le fils de son père. Puis lui, il dit mon père, il correspond pas du tout à l'image qu'on me renvoie de lui à travers l'histoire. Puis Il essaie de comprendre. essaie de comprendre. Puis c'est super beau le film qu'il a fait. Fait que, tu l'as bien aimé, toi? Moi, j'ai aimé ça parce que justement, tu sais, pour une fois, c'était pas la narration habituelle de l'histoire. Puis je trouve que c'est un film vraiment fouillé, tu sais, sur l'histoire d'une famille, finalement, les Roses. C'est ça. Puis c'est quoi, cette famille-là? Ben, c'est une famille de prolétaires québécois avec un père qui travaille dans une usine, qui vit dans un quartier super pauvre, tu sais, c'est l'histoire de gens qui viennent de ces milieux-là puis qui se construisent une identité politique à partir de ce qu'ils voient puis de ce qu'ils se comprennent du monde autour d'eux, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, l'engagement politique puis en venir jusqu'à faire ce qu'ils ont fait, c'est pas tombé du ciel, tu sais, ça s'explique, ça a des raisons d'être, je dis pas, puis c'est premièrement Félix qui l'a dit tout le long de ses entrevues que j'ai pas mal suivi, c'est pas une manière de justifier ce qu'ils ont fait, c'est comprendre ce qui est arrivé. Il cherche pas à défendre son père. Il défend pas son père, mais il se trouve à le défendre quand même à travers un film qui complexifie beaucoup plus l'histoire que ce que les gens nous rapportent habituellement, qui est vraiment un peu niaiseux puis bébête à mon sens. Là, ouais. Si on en revient avec le film des colocs, toi, au début, tu voulais pas accepter le rôle. C'est ça que j'ai cru comprendre? Ben, moi, c'est vrai dans le sens où je trouvais que, tu sais, ça faisait 10 ans même pas qu'André était mort, tu sais, puis... Ça a sorti en 2009. Ça a sorti en 2009, ça veut dire en 2007, on a commencé à savoir qu'il allait avoir un film, puis moi, j'ai auditionné après avoir accepté d'auditionner, mais je me disais, c'est pas un peu trop tôt, puis j'avais peur que, tu sais, ça soit juste un truc un peu... on surfe sur le moment, puis tu sais... Mais c'était pas ça, tu sais, je trouve que Jean-Philippe Duval, le réalisateur, c'est un gars qui avait étudié avec André Fortin, il le connaissait super bien. Lui, c'était vraiment un truc qu'il portait depuis super longtemps. Puis Roger Frappier puis Vandal chez Maxfilm, c'est pas des deux de pique non plus, là, tu sais, c'est du monde qui ont toujours fait des films qu'ils voulaient faire, tu sais, fait que je pense qu'ils voulaient faire le film aussi, Puis, je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, ben écoute, si ça se fait, parce que ça allait se faire, je veux dire, ben je veux le faire, tu sais. J'aimerais vraiment ça le faire. Puis, le fait que je connaissais pas les colocs, tout ça, je l'ai souvent dit aussi, mais je le répète encore, je pense que ça m'a aidé dans le sens où, tu sais, le monde que je croisais quand ils ont su que j'allais le faire, c'était comme... Mon esti, tu sais, t'es autant mieux de pas... de chier le film. Pas chier le film, tu sais. Complètement, tu sais, c'était comme... Aïe, là, je commençais à comprendre à quel point... À quel point c'était important pour plein de monde, tu sais. Fait que tu t'es pas mis de pression. Non, j'en avais pas, c'était comme... OK, fait que même tout le long du film, Ben, j'en avais une, tu sais, dans le sens que c'était la première fois que j'avais un gros rôle au cinéma, tout ça, mais j'avais pas en plus la pression de dire, OK, patrimoine national québécois. C'est ça. Fait que, puis c'est en cours de route que, comme je te disais tantôt, je suis devenu un fan, puis vraiment, c'est ça qui m'a, je pense, aider un peu. Ça m'a gardé de trop trippé, tu sais. Ben ouais. Y a-tu fallu que tu fasses une préparation pour... Ouais, ben oui. Tu sais, c'est drôle que tu me parles de ça. Hier, je faisais le ménage dans mes filières, puis j'ai tout gardé... tout gardé, les scénarios, les photos, il y en a plusieurs de tournage, tout ça, mais aussi tous les disques que les recherchistes m'avaient donnés, parce que Jean-Philippe avait vraiment bien fait en sorte qu'on soit super bien entouré, mais informé aussi sur l'histoire des colocs, tu sais. Ouais. Fait que j'ai vu plein d'entrevues, plein de shows, vraiment des petites gigs à des plus grosses gigs, des entrevues que personne n'a vues ou qui sont passées une fois, puis j'avais plein de matériel, tu sais. Puis j'ai aussi travaillé avec Mike Sawatsky très proche, parce qu'il a participé à l'enregistrement du disque, c'est le guitariste. Ouais. Fait qu'avec Mike aussi, beaucoup parlé avec lui. Tu
Puis c'est comme ça. Ben, donc ça a duré quand même 1 an. On a fait aussi... parce que André jouait du drum en plus de faire de la guitare. Fait qu'on avait des scènes où il fallait que je joue. Fait que j'ai pris des cours de drum aussi. Tu sais, ça a l'air anodin, mais quand tu passes 1 an à être plongé dans tout cet univers-là, à écouter la musique presque tout le temps, tu sais, puis mais aussi à apprendre des instruments, à voir le gars, à parler avec ses amis, tout ça. Ça fait partie de la préparation, puis... c'est sûr qu'il y en a eu une, puis elle a duré assez longtemps. Puis je trouve que c'est important dans un film comme celui-là qu'on ait le temps de vraiment plonger dans l'affaire pour vraiment, à un moment donné, arriver à être le plus juste possible. C'est ça. Puis habiter un peu le personnage. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu t'es-tu senti à m'amener habité par lui? Parce que, tu sais, il y a des films où que les acteurs... tu sais, si on pense avec le Joker, avec Heath Ledger, puis Jim Carrey avec... je ne sais plus de son nom, là, mais bref. Andy Kaufman. Oui. C'est ça, ben, tu sais, il y en a qui vivent quasiment fou, là. Ouais. Toi, tu comprends-tu un peu ça? Ou, oui. Comment t'expliquerais ça? Ou est-ce que ça te passait proche? Ou... Ouais. En fait, c'est drôle. J'ai une anecdote là-dessus assez drôle que j'ai pas racontée souvent. Ah ouais? Yes, sir! C'est drôle, c'est comme... Quand on a commencé le tournage... Puis là, maintenant, comme j'ai plus tourné puis j'ai plus ce phénomène-là, mais c'était comme... Ça prend tout le temps comme, je te dirais... Ça prend 1 semaine avant, tu sais, quand t'as un gros rôle, tu sais, tu vas donc tourner beaucoup. Mais tu sais, comme au Québec... Tu sais, il y a des acteurs qui tournent, ils embarquent un film, puis un autre, puis tu sais, c'est une mécanique aussi. Tu sais, t'es habitué d'être devant la cam, puis à un moment donné, c'est plus quelque chose qui t'intimide, puis t'oublies plus vite le fait, puis c'est plus vite que t'oublies les affaires que tu peux t'abandonner, mieux c'est, tu sais. Fait que là, c'était comme la première fois que j'avais un rôle important, comme je te disais, puis j'étais pas content, man. Ça faisait 1 semaine et demie qu'on tournait, puis je capotais, man. Je trouve que ça se passait pas, tu sais. Je trouvais qu'il y a... Puis j'étais donc... Tu l'habitais pas assez Ben, vite, j'étais là? pas content, tu sais, de ce que ça donnait, ça m'énervait, puis... T'étais pas satisfait. J'étais pas satisfait, puis évidemment, je suis un bien mauvais juge de ce que je fais aussi, Ben ouais. tu sais. Fait que On c'était lit pas... tout le temps, tu sais. Tout le temps, puis je pense que... Mais en même temps, ça te mine, puis ça t'aide pas, tu sais, puis ça te brûle, puis c'est pas bon, en fait. C'est pas tu sais. sain. Ouais. C'est pas sain. Puis je me souviens, un soir, on avait commencé à tourner de nuit, puis on était dans le coin de Saint-Henri, puis on tournait là, puis à un moment donné, je tournais avec celle qui joue Claudia, que j'ai vue d'ailleurs dernièrement, là, puis pas qui joue Claudia, mais qui joue une des premières filles qui est dans le band. Je me souviens plus de son nom, c'est pas en tout cas. Puis je commence à parler avec elle, puis elle était super chill, puis je racontais ça un peu, tu sais. Puis là, elle m'a dit, oh man, sais-tu quoi, tu devrais fumer un bon petit bat, ça va te relaxer, tout. Puis c'était tellement chill avec elle, puis on tournait dans 1 heure, puis j'ai dit, pourquoi pas fumer un bat? Puis si moi, je fume jamais ou presque, OK? Fait que là, ajoute à ça l'intensité du moment. Ouais. Là, ça embarque, man. Puis là, c'est comme, tac, 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 ça vient cogner à la porte de nos loges. C'est comme, OK, on tourne dans 5, rendez-vous, nana. Fait que là, puis là, on tournait, mon gars, dans une ancienne usine. C'était vraiment comme, on rentrait, puis on montait, puis on, tac, 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 c'était une usine des puis là, on se retrouvait en haut, là, tu sais, dans un coin super reculé. Puis là, tu sais, c'est comme... C'était comme, il me semble, c'était comme, tu sais ce que c'est qu'un buzz qui peut mal virer ou bien virer, tu sais, puis c'est toujours ça qui est... Puis là, c'était comme, oh my God, dans quoi je me sens embarqué? Puis là j'étais vraiment... J'avais fumé une puff, j'étais gelé ben raide. Fait que là, j'arrive en haut, puis là, tu sais, évidemment, t'es le rôle principal, puis... Tu sais, tout de suite, c'est des gros plans sur toi. Puis, tu sais, quand t'es gelé, c'est comme, t'as l'impression que tout le monde le voit. Ah ouais, tout le monde sait que je suis buzzé. Puis là, c'était le pire moment au monde parce que là, c'était comme gros plan sur toi. Puis là, écoute, ça a été un déclic dans le film parce que ça a vraiment fait comme, bon, ben écoute, mon gars, c'est soit ça s'effoire complètement ou bien tu buzzes, mon gars. Ouais. Tu go with the flow, tu sais. Tu donnes. Puis tu donnes. Écoute, mon vieux, ça a été le point tournant pour moi du film. Parce que, ouais? Bon, oui, quand même, je te dirais même que c'est là que j'ai compris la vibe du gars. Ah ouais? Vraiment. En étant trop buzzé. Ben, c'était pas qu'il était trop buzzé, mais il y avait quelque chose comme... Fuck it, mon gars, tu sais, c'est comme... Puis je trouve qu'il y a ça chez lui. Il y a comme un truc où c'est comme... Il est
sais, pour faire ce qu'il a fait, pour aller aussi loin qu'il a fait, ça prend une espèce d'abandon, puis une générosité, puis un côté fuck it, tu sais. Ouais. Tu sais, comme, il y a personne qui va m'empêcher de faire mon affaire, il y a personne qui va m'entraver, tu sais, je vais faire ce que j'ai à faire. J'ai une vision. J'ai une vision, puis Ouais. je vais la montrer, puis la mettre de l'avant. Puis sérieux, ça a été un point de tournant, ça a vraiment fait comme, puis là, la scène était écœurante, puis là, enfin, j'étais content de ce qui se passait. Ouais. Évidemment, quand t'es gelé, t'es super content de ce que tu fais, puis il faut que tu fasses attention à ça aussi. C'est pas continuer à fumer des battes tous les jours. C'est du génie! C'est du génie, je l'ai pogné! Mais non, mais je le savais, tu sais, je gardais un bien esprit, mais je savais que j'avais touché quelque chose, Ouais. puis j'ai cultivé ça tout le long du film après. Puis Dieu merci, c'est arrivé assez tôt dans le processus, mais ça a été... C'était quelle scène, ça? C'était la scène au début, tu sais, quand ils ont des groupes de rockabilly, puis ils sont dans un party, puis les colocs n'existent pas ensemble. C'est ça, la fille qui jouait... Qui chante? Qui chante, là. Ah ouais, puis toi, t'étais à batterie. C'est ça. Fait qu'elle était... Oui. Je me souviens plus de son nom. En tout cas, c'est une fille super importante dans les débuts du band, puis elle était jouée par Claudia. Puis, ben c'est ça, c'est les tout débuts, puis ça coïncidait avec les débuts du tournage, Dieu merci. Mais... Fait que ça a été C'est là un... que tu rencontres, genre, je pense que c'est Nicole Bélanger. Oui, c'est ça. Ouais. La fille, là, à la robe rouge. Ben oui, qui est Bénédicte Descaries. Ouais, exact. Ouais. OK, fait que ça, c'est arrivé quand même tôt dans le film. Quand même tôt, puis heureusement, ça m'aurait fait capoter que ça arrive à la fin. Mais du coup, c'est une expérience qui est fondamentale en général, je te dirais, parce que, tu sais, je trouve que pour tous les rôles, ça s'applique, là, tu sais. Parce que même si tu joues quelqu'un qui est hyper inhibé puis qui a peur de justement exposer sa vision comme comédien, t'as tout le temps au contraire, tu sais, il faut que tu t'ouvres, il faut que tu t'abandonnes, il faut que tu y ailles, tu sais. Ouais. Fait que c'est resté comme fondamental. Fait que j'avais pas la sensation d'être lui au point où je deviens fou puis que c'était parce que je répondais à ta question, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là qui est quand même dans le sens où je pense que ça serait même pas produit si j'avais pas autant été plongé dans l'univers aussi, tu sais. Tu sais, ça serait pas arrivé si du jour au lendemain on m'avait dit je joue Dédé puis le lendemain j'étais arrivé puis j'avais commencé. Non, c'était un an de travail, t'arrives sur le plateau, t'es frustré parce que ça se passe pas. Des événements font qu'il se passe ça, t'arrives, t'es là, puis là, pack, ça se passe, puis je pense que toute l'affaire menait à ça, mais comme je t'ai dit tantôt, au moment critique, ça aurait pu faire « je suis pas capable, puis t'aurais pu t'effondrer, puis bad trip, appeler 911, une crise d'angoisse. C'est ça. Ah ouais. Mais c'est Puis, drôle. quand que je parlais de préparation, est-ce que, mettons... Est-ce que, maintenant, tu regardais des archives, genre, avant telle scène, pour faire comme... Ou tu sais, comme tu l'étudiais pour, comme, vraiment rentrer, tu sais, parce que j'imagine... Tu sais, il y a quand même des scènes, quand même, où ce qui est intense, là, Dédé, tu sais, juste la scène où ce qui répète, puis là, qui dit, hey, gars, il y en a un qui va crever du sida, là, grouillez-vous, là, tu sais. Ouais, c'était... non, tu sais, je te dirais que moi, c'était plus comme, tu sais, ça, le travail avait été fait avant, tu sais, puis je m'étais vraiment plongé, parce que je trouve que l'affaire avec, OK, juste avant la scène, tu sais, il y a des acteurs qui font ça, des actrices, j'en ai vu, puis je trouve que c'est, il y a pas de façon de faire les choses. Moi, ma manière, c'est pas celle-là. C'est-à-dire que, tu sais, j'aime mieux avoir fait ce que je pense le plus possible avant. Puis au moment de tourner, ce que je trouve que moi, j'ai compris de l'affaire, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que tu tournes dans un lieu que tu découvres, puis avec des gens que peut-être que tu connaissais pas. Ouais. Puis ça, tu peux pas l'avoir imaginé avant. Puis il faut absolument pas, à mon avis, que tu fasses pas avec eux. T'sais. Il faut que tu travailles avec eux. Puis il faut que tu te serves puis il faut que tu te serves du lieu où t'es. Puis si tu fais comme si tu plaquais un autre imaginaire, moi je suis dans ma tête, puis il est mort, puis je capote. Puis mais non, mais il faut que... Je trouve que jouer, c'est vraiment être en connexion avec les autres, puis c'est aussi être en connexion avec le lieu dans lequel tu te trouves. En fait, c'est de pas nier la réalité, tu sais. Fait que moi, j'essayais, c'est ça, d'avoir fait le travail avant, puis d'essayer de vraiment essayer de sentir où je suis, d'être avec les gens. Mais ceci dit, écouter, tu sais, comme dehors novembre avant de l'enregistrer, c'est sûr que tu l'écoutes avant, tu sais. Peut-être que c'est pas une mauvaise idée, tu sais. Puis je pense que c'est quelqu'un qui... Je pense que c'est Jean-Philippe qui m'avait dit Dédé, il a enregistré la toune couché dans son lit. Ah, OK, le bout où c'était couché. Il a enregistré avec le micro devant. C'était vraiment pour se mettre dans la vibe, en fait, dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est en train de mourir. Il essayait de s'approcher de ce que Pat avait pu vivre, tu sais, Pat Esposito. Ah, OK. Fait qu'il a enregistré couché, bon, tout ça, tu sais. En dépression.
C'est ça, exactement. Mais en dehors de novembre, il parle vraiment de Pat. Ouais. C'est ça. Fait que, mais je parle, lui... déjà, il va pas super bien. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, il y a comme une espèce de mélange entre lui et le gars qui est en train de mourir, évidemment. Là, mais ça apparaît plus après quand tu sais qu'il est mort. Là, mais sur le coup, on a plus l'impression qu'il veut vraiment s'approcher de ce que Pat a pu vivre. Mais c'est vrai que dans la toune, déjà, c'est un peu... un appel à l'aide. C'est un peu un appel à l'aide. C'est un peu ambigu, déjà. Ah ouais. Y a-tu une bonne réponse du public du film? Parce qu'avec autant de... Tu sais, le monde, je pense qu'il l'attendait avec une brique et un fanage. Clairement. Mais la réponse a été instantanément super bonne, je trouve, autant de la part du public que des critiques. Là. Ça, c'est vraiment chouette aussi, t'sais. Surtout toi, ton premier film, rôle principal. C'est ça, c'est ça. Rôle, là. C'est ça. Puis là, j'ai tout de suite vu que c'est ça, le buzz était bon, puis ça m'a vraiment rassuré, évidemment, puis les fans embarquent. Les fans embarquent, puis... Tu sais, si les fans commencent à faire que « Hey, non, c'est pas vrai, il est pas arrivé telle affaire, puis... » Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, même, je me souviens, à la semaine des 4 juillet, là, une fois, elle m'a montré un enregistrement d'un frère d'André qui je pense, parlait de l'impression qu'il avait eue à la première fois qu'il l'a vu. Elle a cité la mère d'André qui avait été tout de suite comme saisie de voir à quel point ça ressemblait. Tu sais, il y avait des commentaires de même qui me faisaient comme, OK, ben écoute... puis je le dis pas juste pour me flatter moi, parce que c'est un travail vraiment d'équipe. Tu sais, c'est un film historique, les colocs, là, mine de rien. On tourne ce que c'est que le début des années 90, au milieu des années 2000. Tu sais, la manière de s'habiller. Le référendum. Le référendum aussi. Tu sais, c'est tout un autre monde. Fait que il y a eu un gros travail pour faire en sorte que ça soit crédible à tous les points de vue. Tu sais, fait que ça aide à faire en sorte qu'on croit au personnage ou à l'acteur aussi. Tu sais. C'était quoi le plus gros défi de tourner, d'interpréter Dédé Fortin? Je trouve que c'est toujours le même défi, tu sais, que ce soit André Fortin ou un personnage complètement inventé. C'est d'essayer d'être juste, d'être vrai, d'être crédible, d'être authentique. Puis ce défi-là, c'est aussi de donner beaucoup de soi-même, parce que tu sais, le personnage il tombe pas du ciel, tu sais, je veux dire, tu le fais avec ce que t'es. Tu sais, c'est toi, tu prêtes ta voix, ton corps, ton univers intérieur aussi, tu sais. C'est ta conception de ce que c'est que le suicide, de ce que c'est que le parcours d'un personnage comme ça, de ce que c'est que... Tu sais. Fait que, donc, c'est ce qui fait que, donc, plus t'es authentique, plus t'es généreux, plus tu t'abandonnes, plus tu te prépares... Ben, plus le défi est relevé. Mais tu sais, c'est un métier où toi, tu fais de la scène aussi. Je veux dire, à chaque fois que tu le fais, tout est à recommencer un peu. Tu sais, il n'y a jamais rien de gagné. Ouais. Puis c'est ça qui est beau aussi, tu sais, dans le sens où... Puis un comédien, c'est particulier parce que, au fond, tu joues un film, t'as 22 ans, tu le joues 4 ans plus tard, t'as plus le même corps, t'as plus la même voix, puis c'est un métier qui est super impudique parce que la caméra, elle va te chercher, tu sais, tout, là, tu comprends? C'est super précis. Fait que il faut que tu t'abandonnes. Puis en même temps, le bon côté de ça, c'est que je trouve que ça te situe dans le temps, tu sais. Quand tu joues, quand tu fais un film, ça te donne l'heure juste où t'es. Puis c'est la récompense un peu qu'on a comme... ça t'aide à mieux vieillir si t'acceptes de vieillir. Donc, c'est un moyen. Ouais, ça? Oui, parce qu'un comédien, au fond... tu sais, je veux dire, il faut qu'il y ait des comédiens plus vieux pour jouer parce que l'humanité est faite de toutes sortes de choses, puis de genre, puis d'âge. Puis moi, c'est ce que j'aime. Je veux dire, c'est possible de... Moi, j'espère pouvoir faire des rôles jusqu'à la fin de mes jours, tu sais, dans le sens où je pense que j'espère que je vais toujours être capable de, justement, être en phase avec ce que je te disais, d'être authentique. Et tu sais, peut-être que des fois, j'ai raté mon coup, mais la prochaine fois, je veux absolument... Puis ce que je dis, c'est qu'au fond, ça t'aide à mieux vieillir parce que ça te permet d'assumer ce que t'es au moment où tu le fais, plus que peut-être plein d'autres choses, tu sais. Ben ouais. Ouais. Puis, fait que c'est ça, tu dis, il n'y avait pas comme nécessairement des scènes où c'était plus un défi pour toi de la jouer. Parce que, tu sais, il y a quand même bien des scènes émotives. Là-dedans, il y a beaucoup d'émotions, tu sais, juste quand Pat, il meurt, tu sais, quand il essaie de créer, puis il n'est pas capable. Ouais. Puis, ou quand il est à la fin du film, est-ce dans le bain... Tu
Il y a plein de moments de même. Ils se trouvent qu'ils sont tous durs, sérieusement. C'est pas tellement plus le fait de jouer une chose qui est tragique, qui est plus dur que jouer quelque chose où quelqu'un est super heureux. C'est toujours la même affaire, tu sais. C'est ce que je disais, c'est d'accepter d'être... Pour moi, c'est d'accepter d'être vu par la caméra, tu sais. C'est vraiment bizarre ce que je te dis, mais... on va dire, ben non, il est comédien, il devrait être habitué. Non, en tout cas, pour moi, c'est jamais gagné. C'est comme, c'est une autre équipe qui est devant toi. C'est du monde qui te regarde. C'est d'accepter de leur faire confiance, de t'abandonner, puis de vraiment te laisser fouiller le fond de l'âme, par la caméra, puis c'est tout le temps ça qui est le plus difficile. Puis que tu joues une scène tragique ou super heureuse, je te le dis, moi, les moments où je sens que je suis dedans, c'est quand justement je m'abandonne, puis ça va être la même sensation si j'ai à jouer quelque chose de super triste que quelque chose de super heureux. C'est comme un sentiment d'abandon. Il n'y a pas plus... il n'y a pas plus un défi là. Je trouve pas. Ouais. Je trouve pas, sérieux. OK. Non. Le bout où tu cours dans la neige avec les nu-pieds. Ouais, il faisait plus froid qu'aujourd'hui. Ah ouais? Okay. Il faisait fret, mon gars. Puis il y avait... la neige avait une petite croûte, là, Fait qu'à chaque fois, je perçais, j'avais les pieds en sang, je pense. Ah ouais? Puis je me souviens, c'est qui donc? En tout cas, c'est l'un des techniciens, là. Oh, man, je me souviens plus de son nom, c'est trop beau. Lui, il m'avait pris les pieds puis il les avait mis sur son chest, Ah ouais? Il a dit, man, réchauffe-toi! Non, mais c'était partie des pas traits la du gangrène. métier. Exactement, si j'avais les pieds bleus. Hein. Ouais, là, t'avais les pieds pleins de mousse de nombril. Ouais, après. C'était quoi? Y avait-tu... Dédé, il avait fait ça un moment donné? Ou, Non, c'était une image pour exprimer, je pense, le sentiment dans lequel il était, là. Tu sais, un peu de... C'était vraiment... Non, c'était une image qui avait été pensée puis imaginée par le réalisateur Jean-Philippe Duval. OK. C'était plus ça. Il n'y avait pas eu une période... Sauf que la scène à la fin du film où il marche nu-pied dans la rue l'été à pluie battante, ça, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il va chez un de ses grands chums après, c'est la scène avant la crise dans le bain, là, mais son chum, c'était lui qui avait raconté ça à Jean-Philippe. Je pense qu'il avait dit, écoute André, il est arrivé un jour dans un état lamentable, il était nu-pied, il pleuvait à boire debout, je l'ai entré, puis il a pris un bain chez nous, puis ça me semble que c'était vraiment vrai, cette affaire-là. T'sais. Ah ouais. Puis, fait qu'il a fait quand même un travail de l'entourage, il a parlé à l'entourage. Ouais. Nous, c'est ça. Nous, les comédiens, on a fait une recherche, mais Jean-Philippe, lui, ça faisait comme... quand t'écris un scénario, ça faisait comme 5 ans, je pense qu'il travaillait peut-être même plus, qu'il travaillait là-dessus. Fait que pour écrire son scénario, lui, il s'était beaucoup renseigné, puis avait rencontré tout le monde. Y a-tu du retard dans le film? Le film, as-tu pris du retard? À un moment donné, tu dis... je pense que c'est dans les affaires, le deuxième disque, là, des scènes spéciales, là, que ça avait pris comme 1 an presque de retard ou... Bon, du coup, peut-être qu'ils n'ont pas eu... Tu sais, souvent, les films, quand ils sont retardés, c'est à cause du financement. T'as un des 2 paliers de gouvernement qui te finance, puis pas l'autre, mais... Il me semble que ce film-là, il a été... c'est un circuit, là, tu sais. Très tôt, le scénario a plu à tout le monde, puis il a vite eu son financement, puis tout. C'était une belle histoire, en fait. OK. Qu'est-ce qui, maintenant, qui était le plus ressemblant de ta personnalité avec Dédé, puis la plus grosse différence que tu avais avec lui? Je pense que l'enthousiasme... Moi, je suis quelqu'un d'assez... le goût d'entreprendre aussi, tu sais. Moi, j'ai vraiment ça, puis je pense que lui avait ça, tu sais. Moi, j'ai envie de faire des choses. Spontané. Ouais, c'est ça, puis mais lui, quand même, il avait... C'est ça, non, je pense que ça, là, vraiment... Tu sais, je sais qu'il voulait faire du cinéma. Il en a jamais fait, mais il aurait voulu en faire. Parce qu'il étudiait là-dedans. Il étudiait en cinéma, tu sais, puis il est sûr qu'il aurait écrit aussi. Tu sais, c'est un gars qui a évidemment été fauché bien trop tôt, là. Il aurait fait plein d'autres affaires. Puis ce que je te dirais que j'ai vraiment moins, ou en tout cas pas du tout, c'est que c'est quelqu'un qui était authentiquement dépressif, là, tu sais. Moi, je le qualifie personnellement pas de maladie mentale. J'ai trop entendu ça à son sujet, puis dès le début, ça m'énervait un peu, puis je veux pas le dire parce que je pense pas que les gens dépressifs ont besoin d'aide, c'est pas ça, mais je trouve que je sais pas, il y a toutes sortes
c'est un monde de nuances, là. Ouais. Tu sais, la dépression, qu'est-ce qu'il fait, tu sais. En tout cas, bref. Mais indéniablement, André Fortin c'était quelqu'un qui avait un côté très, 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 très sombre, là. Puis je dirais que moi, j'ai pas... moi, en tout cas, c'est beaucoup moins prononcé que chez lui. Mais peut-être que mon enthousiasme et mon esprit d'entreprise est beaucoup moins prononcé chez moi aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui... Mais très clairement, montagne russe, là. Ouais, c'est ça. OK. Tu sais, moi, j'ai entendu dire que il pouvait là, tomber raide mort de fatigue. Là. C'est quelqu'un qui s'investissait sans aucune retenue dans ce qu'il faisait. Puis je pense que ça le brûlait considérablement. Je pense que c'est ça. Moi, je ressemble à ça, mais en des degrés beaucoup moins prononcés. Je te Ouais, dirais. OK. Ouais. Y a-tu, mettons, de son entourage qui est venu te parler ou qui est venu te complimenter ou venu te jaser de ça? Hein? Ben, quand le film est sorti, on l'a présenté à l'Impérial. On l'a présenté à l'Impérial à la sortie du film pour la première, puis la famille était là. Mais j'avais rencontré les sœurs d'André avant, puis ils étaient super contents. Puis je me souviens aussi d'avoir vu le film en compagnie de son gérant. Donc, je me souviens plus le nom, c'est bête. Mais lui était là, puis il avait dit... il m'avait complimenté, il était c'est lui. Il m'avait dit un truc de même, tu sais. Ah ouais. Puis plein de fans, après, plein de monde qui m'arrêtait dans la rue pour me dire, man, j'ai vu ton film, puis tout ça. Puis il était super généreux, puis content, tu sais. Puis ça te tue parce que t'as gagné un prix Jutra. Ben, fut Jutra. Ouais, Feu Jutro. Le Feu Jutro, je sais plus c'est quoi. le J-word. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais plus trop c'est quoi le Je pense que c'est les galas... du cinéma québécois. c'est ça. En tout cas, t'as gagné le prix du cinéma québécois, on va dire. Là. Puis ça t'a-tu donné une belle tape dans le dos? Comment t'as pris ça, ce prix-là? Ben, écoute, j'étais hyper honoré, là, dans le sens où, tu sais, il y avait pas mal de monde qui aurait pu le gagner cette année-là aussi, puis... mais oui, tu sais, c'était vraiment, vraiment une reconnaissance du travail qui avait été fait, puis ben moi, je pense que pour moi, ça a été un point tournant, dans le sens qu'après ça, tu sais, c'était un film qui m'a ouvert des portes, là, indéniablement. Ouais, c'est là. ça t'a-tu débloqué des rôles ou... Ouais, je pense que c'est sûr que... Parce que, tu sais, quand tu fais un film comme ça, il y a aussi... il y a deux choses, tu sais, c'est qu'il y a aussi le fait que dans le milieu du cinéma, comment dire, les gens qui produisent ou... savent que tu es capable de tenir un premier rôle. C'est comme un stamp. Ouais, tu sais, c'est parce que tu sais, c'est quand même de la job. Tu sais, tu tournes 45-46 jours dans ce cas-là, 2 jours comme de nuit. Des fois, tu dors pas beaucoup. Faut tout le temps que tu sois au poste rapidement. Tu sais, il y a toutes sortes de conditions qui, moi, me conviennent vraiment bien. En fait, moi, je suis vraiment bien dans ce genre d'univers-là. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de constance tout le temps, tu sais, puis... Tu sais, je veux dire, j'ai des amis, ma blonde, ce serait pas capable de faire ce métier-là là, à cause de ça. Je veux dire, c'est comme, tu dors 2 heures par nuit des fois, faut que tu parles. OK, cette rigueur-là. Oui, la rigueur, ce que exige un tournage, bon... Fait que, pendant le tournage. Pendant le tournage. Okay, fait que quand tu le fais, je pense que c'est assez, tu sais, que tu es capable de le faire. Fait que c'est sûr que ça, c'est un des aspects qui est pas souvent discuté, mais qui, moi, je pense, a son importance. Mais aussi, je pense que les gens appréciaient le travail. Puis après ça, c'est vérifier aussi. Les gens te reconnaissent. Donc, tu sais, c'est une industrie aussi, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, tu sais, si tu mets... Ben, par exemple, Mike Ward dans un rôle au cinéma, c'est sûr qu'il y a tout le monde qui tripe sur lui, vont aller le voir. Donc, je pense que ça joue, tu sais, quand tu fais un film qui a marqué les esprits, puis c'est sûr qu'après ça, ben, ça peut te donner des rôles que d'autres n'auraient pas parce qu'ils seraient moins connus, tu sais, il y a ça. Mais moi, surtout, ce qui me faisait plaisir, c'est en effet que le travail d'acteur soit reconnu par... puisque c'est des pairs qui votent pour toi. Là, bon, ça me faisait vraiment plaisir. Ouais. Puis en plus, toi, t'étais-tu plus connu étant membre de Locolocas? Ben, je dirais que le groupe Loco était très connu, mais comme on était 3 personnes, comme on est 3 personnes, ben, tu sais... C'était moins, puis on a tous des noms de plumes au sein du band, puis je te dirais que le comédien
elle était pas si connue que ça, finalement. Parce que, tu sais, on dirait qu'il met beaucoup de l'avant que c'est... Et Sébastien Ricard, tu sais, genre, tu sais, c'était beaucoup de l'avant que t'étais dans le film, puis c'était toi qui le jouais. Oui. Fait que c'est pour ça que je me demandais... Ben, il mettait pas Batlam de Loco Locas. Non, c'est ça. C'est ça. S'il avait dit dans le rôle d'entrée Batlam, là, ça aurait été une autre affaire. Mais non, ben, tu sais, moi, depuis le début, j'ai fait quand même une école de théâtre. Tu sais, j'étais allé à l'École nationale. Je disais, moi, j'ai tout le temps assumé le fait que Sébastien Ricard était comédien, puis Batlam faisait partie d'un groupe de musique. Puis, OK. Puis même t'es séparé. Ouais. Puis OK. j'ai toujours tenu à ce que les deux soient séparés, même avec les médias, tu sais. Ça a pris longtemps avant que je parle en mon nom seul du band parce que je trouvais que c'était comme une aventure à trois. Puis que, Ah, OK. Ah, ouais. je séparais les deux, tu sais. OK, quand tu faisais une entrevue. De comédien, je voulais pas qu'on me parle de rap, tu sais. OK. Parce que je trouvais que ça avait pas rapport, puis... Ah, ouais? ouais, c'est ça. Mais là, ça te dérange pas, je t'en parle, là. Tu vas faire non, ferme ta gueule. Non, ça me dérange moins maintenant parce que, tu sais, je trouve que pendant un bon moment, j'ai séparé les trucs. Puis je pense que dans l'esprit des gens, enfin, ceux qui connaissent le groupe et qui s'y intéressent encore un peu, tu sais, c'est encore clair que c'est ça, mais maintenant, ça me dérange moins. OK. Puis, toi, est-ce que tu te considères plus un que l'autre? Est-ce que tu te considères plus acteur que artiste hip-hop? Ouais, je me considère même pas comme artiste hip-hop. Ouais. Je trouve que la culture hip-hop, c'est une culture, justement, puis ça, c'est un truc qu'on a répété ad nauseam, mais qui est toujours bon de redire, c'est que Loco, c'est un groupe de rap. T'sais, dans la culture, il y a la manière de se vêtir, il y a toute la... Puis il y a la musique, puis la musique, c'est du rap. Puis moi, je fais du rap, mais bon, fait que... Mais tu te considères pas comme artiste? Oui, je me considère comme artiste, comme musicien rap, mais je fais pas partie de la culture hip-hop, tu sais. Okay. Est-ce que vous considérez comme vous êtes d'une autre branche, genre? Tu sais, quand moi j'ai commencé à faire du rap, là, c'était rhythm and poetry. Là, c'était vraiment ça que ça voulait dire. C'est pas que mais en fait, c'est la seule musique que j'ai écoutée toute mon adolescence, donc je viens vraiment de ça pareil, tu sais. T'as-tu des exemples que tu écoutais plus jeune? Run DMC, Beastie Boys, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, par exemple. Mais tu sais, Public Enemy, moi, c'était plus Biz qui écoutait ça. Tout ce qui se faisait en rap, en fait, je l'écoutais beaucoup, tu sais. C'est vraiment le genre musical de mon adolescence, puis c'est vraiment ça qui m'a fait triper. Puis en fait, je dis que la culture hip-hop n'a pas influencé, c'est pas vrai. Tu sais, moi, j'ai fait du breakdance quand j'étais vraiment plus jeune aussi. Oh, et quand ça a commencé, j'étais en 5-6e année, puis on était allés promener à amener nos cartons dans le cours d'école, puis tout de suite vu que ça avait un impact sur les filles. Exact. Ouais, les premiers moves, je ne me risquerais pas ici. Ah ouais. Je faisais à toupie, là. Ouais, je tournais sur le dos, pas sur la tête. J'ai longtemps essayé d'avoir le fameux windmill, mais je suis jamais parvenu. Mais donc, oui, j'ai vraiment fait ça pendant un bon bout de temps. Fait que. Mais c'est quand on a vu arriver le rap français, mais je dis nous parce que je parle de Biz qui était déjà un bon pote à l'époque, mais ça a été comme, OK. Ah, OK, le rap français vous a beaucoup influencé. Ah oui, complètement, parce que là, c'était comme, attends, man, c'est parce que c'était comme possible d'en faire, tu sais, tout d'un coup. Parce que moi, ça m'avait jamais traversé l'idée d'écrire en anglais. Je sais pas pourquoi, en fait. Puis il n'y avait pas Casey et les Ménopés. Casey et les Ménopés, qui est un précurseur de 10 ans de Loco, qui est super important dans l'histoire, pas de doute, là. Ah non, j'aime bien ce qu'il a fait. Il y en a d'autres aussi, man. Je me souviens plus des noms, c'est pas cool, là, mais la scène existait. Monzaïen? Ou c'est ça? Mouzaïon, c'était à peu près en même temps que nous. Mais avant ça, Cassé, c'est l'MNOP, c'était avant, là. Puis ça a été un bout rough, là. Eux autres, là, c'est vraiment les pionniers. The Natural aussi. Ouais, The Natural, absolument. Ah ouais, OK, là-dedans. Oui, je l'ai croisé une couple de fois, lui. Il était serveur dans un restaurant. Je l'ai vu super souvent, oui, mais c'était... Parce qu'il vient de Québec, lui, tout. Exactement. Ouais. Puis toi, tu viens de Québec. Moi, je viens de Québec aussi. Puis lui, il connaissait bien Biz. OK. Parce qu'ils étaient à l'apéro ensemble, si je me trompe pas, à l'école François-Xavier Perrault. OK. Mais donc, le rap français, gros... Puis français, c'est Français de France? Ben, c'est MC Solar, en fait. MC Solar. MC Solar, là, premier disque, c'est... comment ça s'appelle? Je me souviens plus. C'est là-dessus que t'as
L'as de pique, l'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Bouge de là. OK. Ah, bouge de là. M'a dit bouge de là. C'est un super bon beat. En tout cas. J'ai entendu ça quand j'étais sourette dans un bar. Ouais. Puis là, on n'arrêtait pas de se dire tout le temps, hey, bouge de là. Puis j'ai aucune idée que ça vient de là. Ça vient, ça veut dire dégage, mais Ouais. c'est MC Solar. Mais MC Solar, après ce disque-là, déjà, c'était hot en esti parce que Chris. MC Solar, il écrivait, tu sais, c'était vraiment comme super écrit. C'était ça qui nous a fasciné parce que Bis Pimon s'est connu aussi à travers la littérature, la poésie. Puis c'était vraiment des intérêts qu'on avait. Fait que quand on a vu MC Solar, c'était comme, attends, c'est possible de faire de la bonne musique, mais en sacrifiant pas le texte, tu sais. Puis c'est le deuxième disque qui a été vraiment un déclencheur, c'est Prose Combat. De MC Solar. MC Solar, c'est son meilleur disque. Puis les musiques bon, c'est bête, là, je me souviens plus de son arrangeur, mais le gars qui fait toutes les musiques là-dessus, c'est écœurant. Ça vous inspirait beaucoup. Grosse inspiration. Y avait-tu I Am qui les inspirait? I Am est arrivé un peu plus tard. Ah, un peu plus tard. Okay. Mais ouais, inspiration aussi, mais la plus grosse, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est vraiment Solar. Okay. Et Solar qui est complètement tombé en disgrâce après en France, parce que là, c'était vraiment plus le rap plus violent, plus gangster, street, plus gangster. Puis là, c'est rendu très, très, très loin là-dedans. Mais il y avait chez Solar une espèce de sans sacrifier son parcours original, le fait de sa réalité, je sais pas, mais il y avait une volonté aussi de vraiment mettre la poésie de l'avant. Puis moi, c'est ce qui me faisait triper. T'sais. Ouais, c'est ça, les mots, comment jouer avec les expressions. Ouais, puis vraiment un travail, c'est ça, sur la langue pour vraiment la faire découvrir à travers un nouveau genre musical. Puis c'est ça que ça faisait. Puis c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement doué. Là. Fait que c'était comme nous, c'était comme un maître. Là. C'était comme wow. Fait que là, puis nous, en plus, c'est qu'on avait des considérations politiques. On était des fervents indépendantistes. Puis là, c'était comme. Dès le début, ça? Ouais, ça faisait partie des choses qui ont fait qu'on est devenus des bons amis, tu sais. OK. Ah ouais, les intérêts communs. Ouais. Puis, OK. Même passion. Ouais, ça nous intéressait. Parce qu'au début, vous étiez juste toi puis Biz. Puis là, après, c'est là que... Après ça, on a rencontré Chaf plus tard. Ouais. Au début, on faisait des soirées de la poésie ensemble. Ah ouais? Ouais, écoute, des fois, je me suis retrouvé avec Patrice Desbiens dans des bars à Québec, tu sais, ou au Festival de la poésie à Trois-Rivières, tu sais, à faire nos tunes à Capella, puis... Ah, moi, merde, on me parle de poésie, là, aujourd'hui. Je fais de quoi tu parles? Mais en même temps, tu sais, c'est là que vient le rap aussi, tu sais, c'est une partie oui, du rap. puis écoute, il y a tellement de la bonne poésie qui se fait au Québec, même encore aujourd'hui, tu sais. Toi, je suis sûr que je te ferais découvrir plein d'affaires. Ah, c'est sûr, mais moi, je pars tellement à reculons, c'est ça l'affaire. Hey, je vais vous faire du slam. Je fais, yo, t'es qui, toi, quand tu sais, genre, comme yo, ta gueule, man. Mais en même temps, c'est juste. C'est ça, faudrait que je sois plus. Non, parce qu'on ouvert, a une espèce de. Bon, on a un préjugé. Tu sais, on se dit, la poésie, c'est les oiseaux, le printemps, les fleurs. Ben, c'est complètement pas ça. La poésie, c'est ça, des fois. Tu sais, parce que oui, pourquoi pas parler des oiseaux et du printemps, mais. C'est un côté, mais c'est pas juste ça. Non. Ouais. Ça, c'est un stéréotype, mais en fait, je trouve que c'est un moyen d'expression extraordinaire. C'est pas un roman, c'est. Je sais pas, tu sais, c'est proche de la musique, en fait. C'est pas étonnant qu'on fasse du rap, en fait, parce que c'est hyper musical à la base, la poésie. Donc, mais tu sais, comme ma tante, moi, Manu Militari, c'est quelqu'un là, que je trippe à mort. Ben oui. Puis à cause des paroles. Oui. C'est à cause de sa façon de... C'est sûr, le beat en rajoute encore plus, mais moi, c'est qu'est-ce que j'écoute, comment qu'il dit, la façon qu'il dit, les termes, les multi-rythmiques qu'il utilise. Ben oui, Manu il écrit super bien. Tu sais, puis justement, je trouve que lui a jamais sacrifié. Tu sais, il est jamais tombé dans le trip slang créole, anglo, franco. Là, tu sais, bon, je dis créole, c'est pas exactement ça, mais cette espèce de mélange. Je trouve que moi, Manu, c'est une des qualités que j'ai, c'est que je comprends ce qu'il dit. Puis quand il écrit une toune, je l'entends du début jusqu'à la fin, puis je le suis dans son récit, puis ça fait vraiment partie du plaisir que je prends à écouter sa musique. Là. OK. Ah, tu parlé, maintenant du franglais d'un fois qui se fait Je trouve que c'est aller trop loin, là, vraiment, pour moi. Là, c'est ça, à un moment donné, Tu te reconnais pas là-dedans? Ben, pas seulement moi, je pense pas mal le monde. C'est comme...
je sais pas, pour moi, je sais pas, c'est... Tu sais, il y a du monde qui vont dire non, ça représente ce que j'entends autour de moi, c'est ça, mais je sais pas l'avenir, je sais pas c'est quoi l'avenir de cette langue-là. Tu sais, ben franchement, tu sais, je veux dire... je sais pas, tu sais, il y a eu à une autre époque le joual. Moi, j'adore le joual, mais est-ce que c'est une langue qui aurait pu devenir la langue des Québécois, comme on a déjà songé peut-être d'en faire une, tu sais, comme on se ferait un dictionnaire joual, on rentrerait dans des forums internationaux, puis on s'adresserait aux gens en joual. Je veux dire, on est quand même issu en partie d'une grande civilisation, sans être des Français. Je veux dire, c'est quand même un héritage qu'on a, puis c'est une langue qui est infinie dans ses possibilités. Je vois pas pourquoi. Est-ce que parler franglais, c'est se dire c'est fini le français, on est allé au bout de la question? Voyons donc. Je veux dire, man, c'est une langue qui est infinie, puis on a l'incroyable avantage de la posséder depuis 4 siècles en Amérique. On a nommé le continent nord-américain en français à cause de... Tu sais, je veux dire... Pour moi, ça a pas de sens. Il n'est pas question que j'abandonne ça. Là, puis, c'est ça. Fait que Manu, c'est ce que j'aime de sa news. Ça, ben moi non plus, tu sais, ma tante, tu sais, toutes les... moi, je dis les nouveaux rappers parce que, tu sais, moi, j'ai grandi en écoutant Manu puis Sans Pression, là, tu sais. Ouais, Sans Pression aussi. Mais tu sais, quand il est arrivé, justement... tu sais, tout le succès de Loud puis Dead Obies, ça m'a pris bien du temps avant d'embarquer parce que, justement, de la façon... tu sais, qui s'exprimait, moi, ça me parlait moins. Mais en même temps, tu sais, quand il avait passé, genre, à Tout le monde en parle, puis il disait que c'était... qu'eux autres, c'est le même qui parlent dans la rue ou dans leur vie de tous les jours. Moi, étant humoriste, pour ça, je fais « Ah, Chris, je respecte le fait que quelqu'un... va beaucoup mettre de sa vie, de comment il vit son quotidien dans... puis de qu'est-ce qu'il représente, tu sais. Fait que ça, je respecte ça, mais ça va sûrement faire qu'il y a certains artistes ou certaines tunes, je vais avoir moins embarqué dedans, là, tu sais. Je sais pas, c'est comme... Ben moi, j'ai pas mal écouté Dead Obies, hein, ceci dit, puis ça sonne comme une tonne de briques. Les gars, je les entendais, tout le monde en parle aussi, puis je sais qu'il y a une démarche derrière ça, puis je me souviens, tout le monde en parle, ils avaient un conflit ouvert avec Christian Rioux, qui est le journaliste du Devoir, qui a, dès le début, puis ça a participé au fait que Dead Obies a été un peu connu aussi, tu sais, parce que dès le début, Christian Rioux du Devoir s'était attaqué à la manière dont il parlait, puis il voyait à travers le phénomène Dead Obies, le phénomène plus large d'une anglicisation rampante des Québécois, puis des jeunes Québécois à travers la musique rap, tout ça. Pis, comment je te dirais? C'est complexe, tu sais, c'est comme... Je suis pas d'accord avec Christian Rioux non plus, tu sais. J'ai pas envie de faire la leçon aux jeunes, tu sais. J'ai pas envie de faire la leçon au monde qui parle, tu sais. Sauf que... il y a quand même des réalités, tu sais. Je veux dire... Si tu peux faire un disque au Québec, avoir les subventions, tu sais, je veux dire, l'industrie québécoise est le fruit du nationalisme québécois, qui est à mon avis, qui est aussi la défense de la langue française, tu sais, puis le nationalisme québécois n'est pas une fin en soi non plus, ça peut même être quelque chose qui nous fait reculer en crise, par exemple, ce qu'on est en train de vivre au Québec en ce moment, pour moi, je trouve que c'est aussi le fruit des politiques nationalistes québécoises débiles, tu sais, sauf que le nationalisme québécois a quand même un versant positif qui a donné plein de choses, puis parmi les choses que ça a donné, ben, c'est la possibilité d'avoir une industrie musicale, la possibilité de faire des choses en français, tu sais. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de, des fois, il y a une sorte d'inconscience politique et historique dans le comportement puis dans les choix musicaux. Puis c'est plus ça qui va me déranger, tu sais. Fait que, écoute, je fais pas la leçon à personne. Moi, j'écris comme j'écris. Moi, je fais la musique que je veux faire. Puis quand je vois du monde comme Manu qui font ce genre de musique-là, je suis vraiment plus avec eux autres qu'avec les autres. C'est plus ça, tu sais. Après ça, écoute, c'est pas à moi de dire au monde à faire ce qu'ils ont à faire. Puis je pense pas que le destin du Québec repose sur les épaules de Dead Obies. C'est délirant, là, tu sais. Il y avait un peu de ça là, dans le commentaire du Christian Rioux, tu sais, qui avait pas de sens, tu sais. Puis c'était plus contre ça que j'en avais. Puis, de toute façon, ils se sont super bien défendus. Puis tout. Mais, ultimement, je vais plus écouter Manu que Dead. C'était pour ça. Parce que pour moi, le rap, ça dit quelque chose. J'ai envie de comprendre de quoi ça parle. Je suis rentré dans l'affaire, mais bon, en tout cas, c'est comme... Je sais pas. Ouais. OK. Puis, c'est comment que...
Vous étiez vu perçu genre par les autres artistes, genre mettons comme Tactica ou comme ben, des... vous êtes arrivé dans ce temps-là. Puis nous, on n'était pas considérés. Ouais, c'est ça. On était déconsidérés. Alors, ouais, je me souviens, écoute, il y a une anecdote savoureuse à ce sujet-là. On avait participé à un concours de rap. Puis on s'était présenté là, puis c'est ça, il y avait plein de groupes là. Je sais pas si Tactica était là, mais il y avait plein de bandes, tu sais, authentiquement hip-hop qui étaient là. Puis nous, on est arrivé avec nos fleurs de lys sur la tête, puis notre propos, tu sais. Puis le monde, man, était comme bouh, dégagez! Puis c'était vraiment comme. Puis on s'était fait, tu sais, littéralement. Mais on était resté sur scène, puis le gars qui animait la soirée. Puis c'était épouvantable, je me souviens de son nom, mais lui... Je veux pas rire. Mais non, mais c'est... Ah non, c'était complètement ça, là. Super violent. Ouais, vraiment violent. Puis on était restés, puis le gars était venu et disait si tout le monde a le droit de prendre la parole, là, puis il nous avait laissé, puis... OK, le MC, genre? Le MC, il était venu, puis il avait pris notre défense, puis tout, puis... Sérieusement, je veux dire... ultimement, je veux dire... Moi, je pense qu'on a tout le temps fait vraiment une bonne musique. T'sais, en fait, je veux dire, on a, dans le sens où, je veux dire, on n'a jamais essayé de faire la musique de quelqu'un d'autre. Je t'ai dit tantôt qu'on n'a jamais prétendu être dans la culture hip-hop. On n'a jamais joué quelques games que ce soit le moins possible, en tout cas. Puis on a vraiment fait la musique qu'on voulait faire. Puis ultimement, moi, je pense que tout le monde d'un peu honnête était capable dans toutes les circonstances de reconnaître ça, tu sais. Ouais. Puis c'est ce qui est le plus important pour moi, tu sais. Je te parlais de Dead Obies tantôt. Ce que je peux te dire, c'est que malgré tout, je sais que ce qu'ils font, ils ont envie de le faire, puis ça se sent, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'à ce moment-là, mais c'était quand même vraiment drôle parce que c'était vraiment comme what the fuck, man. Puis c'était vraiment ça. Puis c'est resté super longtemps. Tu sais, je ne prétendrai pas que Loco a percé dans l'univers hip-hop québécois. Tu sais, sur le forum de HHQC, je veux dire, les discussions au sujet de Loco où on se fait mais tuer, mon de A à Z, tu sais. Elles sont monnaie courante, là. Tu sais, à chaque fois qu'on sort un disque, tu sais. Mais, tu sais, moi, ça me dérange pas. Je veux dire, on a fait la place des festivals, il y avait comme plus de 80 000 personnes qui étaient là, tu sais. Vous êtes allé chercher un autre public ou... Ben oui, un autre public. Puis parce qu'on avait, je pense, un propos puis des préoccupations qui résonnaient très, très largement dans la population québécoise. C'est quoi qui reprochait le monde qui écrivait des commentaires ou que... C'est quoi C'est pas du vrai rap. C'est fake. Ça, c'est souvent revenu, tu sais. Puis ça, ouais, principalement. Puis aussi, il y a dans le rap, puis que t'as pas chez Manu Militari, puis c'est une des choses que j'aime chez lui, un apolitisme revendiqué, là. Non. Écoute, le rap parle pas de ça. C'est le street. Faut que tu parles de la rue, ouais. Mais le street, c'est politique. Je veux dire, quand t'écoutes les rappeurs américains, quand t'écoutes Kendrick Lamar, excuse-moi, là, mais le street, c'est politique. Tupac, Biggie. Je veux dire, Chris, c'est pas des thèses de doctorat, là. Mais, je veux dire, l'authenticité, je sais pas, en tout cas pour moi. Il parle d'une réalité. Il parle d'une réalité, mais elle a une influence, elle a une incidence politique. Puis, donc, au Québec, mais l'apolitisme au Québec, il est partout. Il est pas seulement dans la musique québécoise. C'est pas parce que tu parles de politique, ça n'en est pas. Là. Non, exactement. Fait que je pense qu'il y avait ça aussi. Puis aussi... justement, nous, on avait une espèce de volonté de, par exemple, de pas du tout, je parle dans le premier disque, Manifestif, de aucunement, le moins possible d'utiliser le mot anglophone. Tu sais, on était vraiment des puristes, là, tu sais. Puis, tu sais, pour nous, le scratch, tu sais, avec les disques, on appelait ça du zigonnage. On avait tout un lexique. Notre disque qui est plein de références à toute la musique québécoise. C'était à une époque où on n'avait pas encore tout à fait... Non, c'est pas vrai, on a fait le disque. Chaf a composé la musique du disque, puis il a truffé ses tonnes de références à des disques québécois. Je te dis qu'au moment de payer les droits, man, ça nous aurait coûté, en fait. Bref, on s'en s'est sorti, mais nous, c'était comme... Hey, je peux-tu aller pisser, George? J'ai super envie de pisser. Ben oui. Il n'y a pas de stress. Fait que c'est ça, tu parlais que vous trouviez chaque mot vous le mettez en français. C'était puriste. On était vraiment au début là, de l'entreprise Loco là, ça faisait partie de
de nos contraintes. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu sais, l'art, la poésie, l'humour aussi, je suis certain, tu as des contraintes. Tu te dis, OK, moi, je vais faire un show d'1 heure, je veux parler de ça. T'sais, comment tu fais pour... Tu te donnes des contraintes. Puis nous, une des contraintes qu'on s'est données, c'était vraiment d'essayer de faire en sorte d'écrire des chansons qui soient le moins possible, qui empruntent le moins possible à l'anglais. Tu sais, c'était comme dire, écoute, on est capable de parler de tout dans cette langue-là, puis à travers ce médium-là, qui est la musique rap, puis on va le faire, tu sais, puis... Fait que c'était vraiment une volonté. C'est assez un peu assoupli en cours de route, je te dirais, là. T'sais, mais, dans le sens que... on a été moins taliban là, avec le temps. On on s'est permis de déroger un peu de ça. Puis, mais c'était pas une démission, c'était pas du tout ça. Mais je veux dire... Je pense que la langue anglaise, la langue anglaise fait partie de la réalité culturelle québécoise. L'histoire de la communauté anglophone, des deux communautés, fait partie de notre histoire. Donc, je pense pas que c'est pertinent de nier ça aussi. Moi, ma mère est torontoise. Ma mère, c'est une anglophone. Je dis pas ça pour dire que c'est pour ça que je me permets, mais c'est aussi parce que c'est ça, il n'est pas question non plus de nier ça. Puis je trouvais que ça peut donner des choses intéressantes des fois, mais, mais le fond de l'affaire demeure vraiment français dans son expression. Puis je te dirais au fond que une chose qui n'est pas souvent dite, je trouve, au Québec, c'est pas c'est que le rapport que les Québécois francophones, en tout cas, ont avec la langue anglaise, il est hyper chargé. T'sais. C'est pas le rapport qu'un Danois ou qu'un Allemand ou un Islandais. On a un rapport chargé avec cette langue-là parce que c'est une histoire de domination, d'annexion. C'est l'histoire du colonialisme britannique. Puis, je veux dire... C'est ça qui fait qu'on a cette réaction-là par rapport à cette langue-là. Fait que c'est pour ça que je te parle des fois de rappers ou d'individus de n'importe quel genre musicaux qui font comme si ça n'avait pas existé ou qui l'ignorent, ce qui est pire à mon sens, tu sais. Je trouve que des fois, ça peut vraiment m'exaspérer, tu sais. Ouais. Puis c'était quoi le but de Loco-Locas? Y avait-tu un but à ça? Ou vous vouliez juste faire votre musique puis votre message? Ou il y avait vraiment comme un but derrière? Ben, le but, c'était... Ben, je pense que le but, quand même, c'était de parler de la réalité politique québécoise à travers un nouveau médium, là, puis qui était celui, comme je te disais tantôt, qui était la musique rap, qui était la musique de notre enfance, qu'on avait écouté. On a grandi avec cette musique-là, puis il y a eu une coïncidence. C'était comme, tu sais, quand t'as 19-20 ans, puis t'as écouté beaucoup de musique, souvent t'as envie d'en faire, là, ça vient avec ça, là. Ouais. Puis là, ben, c'était comme si... l'envie d'en faire était tout d'un coup conjuguée avec la possibilité de parler de quelque chose dont tout le monde au Québec parlait à travers les arts. Depuis, tu sais, il y avait une tradition, particulièrement en poésie québécoise, de parler, pas nommément de ça, mais on parlait d'André Fortin aussi, tu sais. La musique n'est pas, c'est pas une prise de position indépendantiste, mais on sait qu'il était, on sait que c'est quelque chose qui était important pour lui. Donc, ça fait partie de la culture musicale québécoise, puis de la poésie, puis de la culture au sens large québécoise, que cette prise de position-là des artistes. Puis, il y avait une conjugaison entre ce genre musical-là, qui était celui qu'on écoutait depuis qu'on était jeune, puis la possibilité de parler de quelque chose qui était super important, puis qui était en lien avec l'histoire au sens large du Québec. Fait que c'était comme, le but, c'était de réaliser cette possibilité-là. Puis on a vu, Chris, c'est vraiment possible qu'on puisse le faire. Ouais. Puis dès le début avec Biz, même dans nos nuits de la poésie dont je te parlais quand on n'avait même pas de DJ avec nous encore, tout de suite, on voyait que le monde réagissait bien à ce qu'on faisait. Okay. On avait tout de suite, on n'était pas dans l'autre genre de party dont je te parlais tantôt. Ouais. Non, tout de suite, le monde, on voyait qu'on avait pogné de quoi, on était dans la bonne direction. T'sais. Déjà, votre premier public réagissait bien. Ouais. Tout de suite, on a vu que ça suscitait de l'intérêt. Fait que vous êtes dit, pourquoi pas se partir un band de rap? Ben, ça a été longtemps notre objectif, mais ça aurait très bien pu pas se passer parce que si on n'avait pas rencontré Chaf, qui est comme la troisième roue du carrosse, ça aurait pas duré parce que
sais, avec Shaft, on a pu faire un premier disque parce que lui, c'est en plus d'être un musicien, c'est un arrangeur, c'est un producteur, tu sais, Fait que, tu sais, avec Shaft, ça a vraiment... On est passé à l'étape supérieure, tu sais. Ouais, de le réaliser. Oui, parce que Shaft, lui, il vient de l'univers de la musique. Lui, il a eu plusieurs bandes avant. Il a fait des shows, tu sais. Fait qu'on tout d'un coup, là, on a amené notre fonds de commerce, si tu veux, avec un troisième associé, puis là, bang, ça s'est passé, tu sais. Okay. Mais... Puis chacun s'occupe de ses paroles ou des fois, vous vous êtes entraînés entre vous trois? Ou Principalement, c'est chacun qui écrit ses affaires, mais ça nous est arrivé quand même... T'sais, des moments où ton texte, on sait de quoi, on a vraiment travaillé chacun de notre bord, on a probablement même des débuts de tonnes, des esquisses, puis une après-midi où on travaille ensemble, en fait, on était tout le temps près de nos cahiers et nos crayons pour pouvoir toujours écrire, mais c'est arrivé des moments où on a vraiment écrit des affaires ensemble, puis ça, mais la majeure partie du temps, c'est vraiment chacun qui écrit ses affaires, puis après, c'est plus comment on va faire en sorte que ça tienne ensemble les trois, là. Ouais. La toune Groove Grave, là, tabarnak, c'est pas la toune que tout le monde chante au karaoké. Là, hein? Mais non, mais... C'est qu'elle est compliqué quand même à être. Mais c'est une toune qui malgré tout, dans les dieux de la danse, des émissions de même, là, c'est du monde qui apprenait. Ah ouais? Bizarrement, tu sais. Puis, non. Comment vous l'avez écrite, cette chanson-là? Ça, c'est une des dernières tounes écrites pour le deuxième disque, Amour Oral. Puis, ça parle très, très inspiré du 11 septembre 2001. OK. Puis... ça a sorti en 2004, c'est ça? Ouais. Ouais. Très inspiré de 2001. Puis, comment dire? Je me souviens qu'on écoutait beaucoup du Timbaland dans ce temps-là. OK. Tu sais, le beatmaker de... Justin Timberlake. Oui, puis de probablement aussi... Comment s'appelle-t-elle? Nelly Furtado. Mais Timbaland. Ouais. Il y a aussi... En tout cas, moi, c'est plus le beatmaker de... En tout cas, il a fait les beats pour une rappeuse, entre autres, là... En tout cas, les beats de Timbaland, on les écoutait au bout. Puis grosse influence. Puis à un moment donné, j'avais dit à Shaft, j'y parlais de ce que je trouvais qui serait bon pour le beat. J'avais dit, ça prendrait des tablas. Puis le beat, c'est pas mal fait à ce moment-là. Mais ce qui est cool, c'est qu'il est arrivé vraiment à la fin. Puis souvent, les dernières tunes d'un disque ils peuvent nous amener ailleurs. Parce que là, ça fait comme un bout de temps qu'on est sur quelque chose. Puis tout d'un coup, t'as une dernière tune. Puis tac, tu sais. Ouais. Fait que c'était ça. Vous avez été les premiers un peu à passer à la radio, tu sais, du rap passer à la radio, du rap francophone. Ouais. Ça, est-ce qu'il y en a qui étaient jaloux de ça ou que... Parce que, tu sais, vous avez même été, je pense, l'artiste du mois de Musique Plus. Ben, tu sais, quand je te parlais des forums de HHQC, là, c'était aussi ça, tu sais, il y avait beaucoup de frustration, je pense, légitime, ceci dit, de la part du monde, parce que déjà, l'univers rap existait, était vraiment vivant, il y avait plein de bandes, bon, c'est encore plus vrai encore aujourd'hui. Mais c'était comme plus vu underground. Mais c'est ça, mais les radios commerciales ont longtemps refusé de reconnaître puis de faire jouer ces artistes-là, puis c'était extrêmement frustrant, mais ce qui est très, très drôle, c'est que nous, on a été des grands ambassadeurs. Sérieusement, de la musique rap à chaque fois qu'on passait à la radio commerciale. Ouais. Vraiment, là, tu sais, nous, là, on a fait tout pour que cette musique-là passe. Est-ce que vous sentiez une petite pression de... Non, pas de pression, sans pression. Ouais, sans pression. Non, c'était une vraie volonté de faire connaître ce monde-là qui existait puis qui justement traduisait une réalité musicale et donc politique qui avait le droit d'être entendu, tu sais, puis que les radios commerciales ferment les écoutilles à ce monde-là, c'était pas juste, tu sais. Puis je me souviens, à Tout le monde en parle, tu sais, je pense qu'on avait obtenu le disque hip-hop de le Félix, pas le Félix, c'était Félix hip-hop. L'album hip-hop. Ouais, puis Biz l'avait remis. C'était à Sans Pression, je pense, si je me trompe pas. En tout cas, on avait fait
une sorte de sortie publique avec ça. On avait profité d'une heure d'antenne quand même considérable. C'était les débuts de Tout le monde en parle, tout ça. Puis on avait vraiment dit ce qu'on pensait par rapport à ça. Puis ouais, vous l'avez dit en ondes. Oui, on l'a dit en ondes. Puis qu'il y avait des artistes qui étaient pas reconnus puis qui faisaient un boulot formidable puis depuis bien plus longtemps que nous. Puis bon, fait que c'est ça. Mais tu sais, je pense que... Puis il y a quand même du monde qui se donnait à cœur joie. Mais non, mais je comprends en même temps. Il en demeure pas moins que c'était frustrant pareil parce qu'on a été longtemps, comme tu l'as dit tantôt, à peu près les seuls qui jouaient. Tu sais. OK. Puis, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui sont venus pour faire un feat? Tu sais, souvent, il y a des rappers qui font des feats ensemble puis ils font des collaborations, tu sais. Y en a-tu qui vous approchaient ou vous, est-ce que vous avez approché d'autres? Ou? On en a approché... Ben, pas tant que ça, hein, franchement, quand j'y pense. Ça nous est arrivé dans des shows d'invités du monde. Ouais. Je sais qu'il y a Samian. Samian, oui, ça, c'est une collaboration de plusieurs années, là, je te dirais. Là. Sinon... deux membres de À la Claire qui étaient avant Acrophone. Acrophone était venu faire un show, pas un show, qui était venu faire leur gros hit était venu le faire pendant un de nos shows au Club Soda ou au Métropolis. Ouais, c'est arrivé, mais c'était pas vraiment un truc qu'on a fait souvent, franchement. Sinon, écoute, nous, par contre, on a fait participer à nos shows. Puis dans nos disques, Pierre Falardeau, par exemple, ouvre à Montréal. Ouais. Ah oui, Falardeau, puis c'est un beat. Ah, c'est que je l'aime, Pierre Falardeau. Ben, Falardeau, début d'amour oral, c'est un beat. C'est vraiment drôle parce que t'as tout Manifestif qui est un album de... Écoute, Manifestif, là, c'est plein comme un œuf. Je pense qu'il y a presque plus de temps pour mettre de musique dessus, OK? C'est comme si là... Puis à la fin, ça finit sur un beat de Shaft qui se descend. L'album finit de même. Ouais. Puis L'amour oral commence sur le fade-up du même beat. Puis là, t'as Pierre Falardeau qui prend la parole. Puis son discours qu'on entend, il était venu le faire à un de nos shows au Club Soda. Fait que nous, on a fait participer du monde, pas nécessairement de la scène rap ou des musiciens, mais souvent du monde de toutes sortes de milieux, tu sais. Ouais. Falardeau était venu faire un discours, fait qu'on l'a gardé pour le début d'Amour oral. Mais je me souviens, puis ça, tu peux pas imaginer ça dans beaucoup de places au monde, je pense, en tout cas, là, de Bernard Landry, qui était l'actuel premier ministre du Québec, qui était venu faire un discours pendant un de nos shows sur un beat de Shaft. Ah ouais! C'était quand même, je me disais, wow, où est-ce que tu verrais ça? Tu sais, ailleurs... donc, c'était plus ce genre de collaboration-là qu'on faisait, nous autres. C'était plus des... Genre, vu que vous partagez les mêmes idées politiques? Oui, mais c'était pas seulement ça. C'était comme... Nous autres, comme je te le disais du premier disque, où on avait puisé à tout l'univers référentiel musical. Tu sais, on avait des séquences d'harmonium, de plein d'affaires. Hein, tout l'univers québécois musical était là, mais je pense que tout l'univers culturel, politique québécois nous intéressait dans la mesure où, c'est pour nous, tu sais, si on tripait sur quelqu'un qui était cinéaste ou politicien ou politicienne ou je sais pas moi, quelqu'un qui fait des ceintures fléchées, c'est le genre de collaboration qu'on n'avait pas peur de faire, puis on trouvait le moyen de le rendre possible musicalement. Okay. On a fait ça souvent. Là. Ah ouais. C'était plus le genre d'affaires qu'on faisait. Fait que t'as côtoyé Pierre Falardeau? Ben, Pierre Falardeau, j'ai joué dans son film sur les Patriotes, 1839. Ah oui! C'est vrai! Ben oui, avant de faire le film sur les colocs, bien avant, en fait. Parce que moi, j'étais à l'École nationale quand j'ai su que ce film-là allait se faire, puis j'étais comme... Parce que quand t'es à l'école, c'est peut-être plus vrai maintenant, mais à l'école, quand j'y étais, c'est 4 ans où t'es vraiment consacré à tes études, puis les élèves n'ont pas le droit de faire des contrats. C'est ça, ouais. Fait qu'il y en a même qui jouaient avant, puis qui rentrent à l'école, puis pendant 4 ans, ils arrêtent tout, puis ça peut être un peu... Mais moi, ça me dérangeait pas, parce que j'étais pas un comédien avant, je suis rentré pour... Mais quand j'étais à l'école, je me souviens qu'ils annonçaient la sortie de ce film-là, puis il y avait de la misère à le financer, puis c'est ce qui l'a retardé, puis c'est ce qui a fait en sorte que je suis sorti au moment où il faisait les auditions pour faire le film, puis j'ai auditionné, puis j'ai eu le rôle. Fait que c'est comme ça que j'ai connu Pierre Falardeau, parce que c'est sur ce tournage-là ou une autre occasion,
Parce que dans un de ces Elvis Gratton, j'avais eu un rôle, mais finalement, il a été coupé au montage de la scène. Ah! Mais bon. Mais C'était quoi le rôle, tu sais-tu? J'avais une espèce d'habit du Canada, puis je venais voir Bob. Je me souviens plus trop de la scène, écoute. C'était un petit clin d'œil. C'est-tu dans la série, ça? Ou c'est dans Non, le film? c'était le troisième, peut-être. OK. Ouais. Puis c'était à cette occasion-là que j'avais donné le démo de Manifestif. OK. Puis comme 6 mois plus tard, le disque était sorti. À ce moment-là, Falardeau m'a écrit ou m'a appelé pour me dire « Hey, si j'ai écouté ton disque, tabarnak, c'est vraiment bon ce que vous faites. » Puis là, il voulait que je passe le voir. Puis je suis allé voir Falardeau chez lui. Il habitait sur le plateau. Sur une maison, ça m'avait vraiment frappé. Il y avait un drapeau des Patriotes sur sa maison. Tu sais, c'était comme... C'est la maison de Falardeau, là. Même si j'avais pas mon téléphone cellulaire avec Google Maps, là, tu sais, c'était clair que c'est là qu'il habitait. Ah ouais. Puis je suis arrivé là, puis c'était l'après-midi. Là, c'est le seul que dans le GPS, le point qui est dessus, c'est pas un point bleu, c'est un drapeau. C'est patriote, un drapeau des tricolore. Patriotes. Puis passé l'après-midi avec lui à boire du vin, puis ben, pas tant que ça, mais en fait, c'était ça. Non, c'était ça. Non, j'y avais donné. Non, j'avais donné le disque au tournage des Patriotes. Puis quand on s'est revu pour l'autre film, il avait trippé sur l'affaire. Puis il me l'avait dit, tu sais. Il a dit, c'est bon, c'est ce que vous faites, les gars. Puis il trippait. Puis c'était une qualité de Falardeau. C'était vraiment quelqu'un qui restait tout le temps à l'affût de tout ce qui se passait, tu sais. Puis... Ah ouais, il restait au courant de... Oh oui, puis quand il y avait quelque chose qui le faisait tripper, il n'avait pas peur de le dire. Fait que moi, j'avais gardé ça en mémoire. Puis quand on a fait le recueil des textes du premier disque de Loco qui s'appelait Manifestif, on a fait un recueil. Pour te dire que pour nous, c'était une vraie aventure poétique depuis le début, c'est que on sortait un disque, mais c'était clair qu'on allait sortir le recueil des paroles aussi, comme un recueil de poésie. Ouais. Fait que les deux disques, pas le dernier, en tout cas, on a publié 2 recueils de poésie. Donc, mais le premier... Le Poids Plume? Poids Plume, c'est le deuxième. Ouais. Manifestif, c'est le premier. Puis on cherchait quelqu'un pour préfacer le recueil. Puis j'ai dit Chris Falardeau. Puis j'ai demandé à Pierre de le préfacer. Puis il nous a écrit une préface, mon vieux, de feu. Là. Je tripais, mon vieux. Quand j'ai lu ça, j'étais comme wow, tout un hommage. Puis tu sais, c'était super beau, en fait. T'sais. Ouais, t'es chanceux de l'avoir côtoyé, man. Moi, je suis tellement fan de ce gars-là. Ah ouais, là, ouais, moi aussi. Tu sais, non, il est parti trop tôt, puis... ouais. Moi, j'étais aux obsèques sur la rue Rachel, là, à l'église qui était là. C'était vraiment quelque chose. Ah ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui. Tout qu'est-ce qui se passe, tous les enjeux, toute la façon qu'il y en a... Tu sais, qu'il y a des personnes, des complotistes qui utilisent les patriotes, puis que... Tu sais, je suis comme, ouais, il me semble vous déroger un peu du... Non, ouais, moi, je pense qu'il serait assez cinglant. Ouais. Ah ouais, puis de la façon qu'il avait de dire les choses franc, là. Ouais. Tu sais, puis qu'il dit, ah, tabarnak! Puis là, il en... Ouais. Ah, cool. T'es chanceux de l'avoir... Non, moi, des côtoyé. fois, c'est le genre d'affaires. Tu sais, sur YouTube, il y a des trucs que tu vas revoir tout le temps. Là, Ouais. tu sais, comme moi, les entrevues de Falardeau, là. Ouais. Il y en a une couple que c'est des classiques. Avec Paul Arcand. Avec Paul Arcand. Avec... Martineau? Martineau. Ouais. Il y en a plein de bonnes, tu sais. J'y retourne souvent. Ouais. Enfin, à chaque fois, c'est comme wow. Fait que... OK. Puis, mais là, aussi qu'on était rendu avec ça. Ouais, ça... est-ce que ça vous a aidé, mettons, peut-être l'artiste du mois à Musique Plus? Oui, ben, Ouais. toutes ces affaires-là nous ont aidés. Je te dirais que l'affaire qui nous a peut-être le... Ben écoute, sérieux, Loco, c'est une histoire de rêve, là, pas de joke. Là. Je veux dire, depuis le début, je me souviens quand on a sorti Manifestif, à l'époque, il y avait dans le Voir et dans le Ici, qui à l'époque étaient des tabloïds lus et qui étaient très, très, très consultés. Il y avait la chronique des disques, puis il y avait le disque de la semaine. Puis c'était quand même, le disque de la semaine, c'était quelque chose. Nous, on l'avait sorti, puis on n'était même pas encore signé avec Audiogramme. C'était à compte d'auteur qu'on avait sorti notre disque. Indépendamment. Indépendant, puis on était dans les 2 disques de la semaine.
Fait que, tu sais, ça a commencé de même, Loco, tu sais, puis ça s'est jamais vraiment démenti, tu sais. Puis bon, Artiste du mois à Musique Plus, mais ça faisait partie des choses qui ont fait partie de la reconnaissance assez formidable qu'a obtenu le groupe rapidement. Puis je pense que ça a culminé avec Amour Oral, où on a gagné prix d'auteur-compositeur à la disque, qui est quand même une catégorie très prestigieuse, là. Puis fait que c'est ça. Donc, toutes ces affaires-là ont beaucoup contribué. Mais les tunes ont été... tu sais, je pense à Libérez-nous des libéraux, c'est une tune qui a vraiment... Ça. Celle-là, ça a marqué à jamais l'histoire ben, du Québec. en tout cas, je pense que ce qui était cool, c'est que nous autres, moi, je me souviens que... Elle a tout le temps chanté ça, puis mon drapeau en berne. Ouais. Tu sais? Ouais. Tu sais, c'est comme les deux. Surtout, je me souviens quand Couillard il avait été élu, là, tu sais. Mais ils disent pas la même chose, les deux tunes, hein? La tune Non. des Cowboys est un peu plus dépressive. Mais bonne pareil, là. Mais Loco, je trouve que la tune de Libérez-nous est comme let's go, on prend la rue puis on change les choses, là. Tu sais, vraiment quelque chose de. Mais ouais. Puis, mais tu sais, nous autres, tu sais, t'allais dans les manifs dans le temps, là, c'était tout le temps les mêmes styles de vieilles tunes, tu sais. Plus rapport. Ben, pas plus rapport, mais c'était comme, il y avait vraiment un besoin de renouveler le stock, là, tu sais. Puis, ce qui était formidable avec cette tune-là, c'est qu'elle a servi, tu sais, les gens l'ont pris, puis elle a servi, elle a été jouée beaucoup dans les manifs, puis c'était comme devenu une toune. C'est comment que vous l'avez créé? Est-ce que vous êtes assis pour faire comme, hey, il faudrait qu'on essaye de faire une toune pour les manifs ou... Non, ça a commencé... Ouais. C'était le début du travail sur le deuxième disque. Puis Biz avait commencé à travailler sur... Il y avait le refrain « Libérez-nous des libéraux ». Puis c'était le concept de « Libérez-nous des libéraux ». Puis il a commencé à écrire... il a écrit tout un... Il parlait... C'est ce qu'on a appelé ensuite le couplet fédéral, parce que il s'est beaucoup... Lui, ce qui l'a parti, c'était comme... Chris, les libéraux sont à Québec, les libéraux sont à Ottawa, les libéraux sont partout, tu sais. C'était Paul Martin qui était là, puis qui venait de succéder à Jean Chrétien qui était là avant. Il y avait comme quelque chose, c'était libéral, c'était rouge. Ouais. Puis lui avait écrit là-dessus, il avait comme écrit un couplet là-dessus, puis moi, je me suis vraiment intéressé à Jean Charest. Fait que là, on a commencé là-dessus. Puis ça, c'est un bel exemple de travail collectif. Même si chacun avait ses affaires, on a vraiment travaillé ensemble. Puis à la fin, moi, j'étais arrivé avec l'idée du rigodon. Puis fait que c'est comme une espèce de gros travail collectif, là. Puis, non, c'était pas mal ça l'histoire. Puis c'est une des premières tunes de cet album-là. Ouais. Ouais. Mais vous devriez être content, là. Vous avez dû être content, en tout cas, qu'elle soit autant utilisée. Là, ben, c'est la toune qui nous a fait passer de groupes qui étaient connus, des journalistes d'un certain public plus alerte, je te dirais, plus aux nouveautés, à grand public. Okay. Parce que là, il y avait assez quoi, je pense, puis à 98.5, ils avaient des plages horaires où ils demandaient aux gens de proposer les tunes qu'ils voulaient qu'on joue. Puis je me souviens qu'avec Saskatchewan, on tournait à tour de bras, là, dans le 5 à 7. Je me souviens plus du nombre d'émissions, mais le monde systématiquement nous passait. Puis c'est comme ça qu'elle s'est fait vraiment, vraiment connaître. Là. Okay. Puis là aussi, il y a eu la première grève étudiante en 2005. Puis la toune a beaucoup joué à cette occasion-là aussi. Okay. Fait que ça nous a fait en sorte c'était créé bien avant. C'était avant. 2012. Oui, puis en 2012, rebelote, la toune est revenue de l'avant. Bang, ça a revenu. Ouais. Pourtant, on sortait un troisième disque à ce moment-là, mais quand je te parlais de la gig qu'on a faite à la Place des Festivals... pour moi, c'est un moment... c'est peut-être le plus beau moment en scène que j'ai vécu parce que, on était en plein printemps érable, puis il y avait comme... Ah ouais, puis avec leur chaudron. Là. C'est ça, puis il y avait comme 90 000 personnes sur la Place des Festivals, puis on a invité les leaders étudiants avec nous pour jouer la toune, puis écoute, c'était l'orgie, là, ça se passait bien trop, là, tu sais. Puis j'étais comme, tu me parlais du but tantôt, là, je te dirais peut-être là, on l'a touché, le but, là. Le but de Loco, c'était comme... de coïncider avec la question politique québécoise puis de faire en sorte que notre musique soit vraiment en phase avec ça. Mais je trouve qu'à ce moment-là, là, très exactement ce moment-là où on a joué cette tune-là devant c'était un moment qui était comme, OK,
on a fait ce qu'on voulait faire, on y a touché, tu sais. On est bien là-dedans. Ouais. Okay. Puis là, c'est quoi qui se passe avec Loco Locas? Vous avez... on est loin du but, honnêtement. Ouais. Avez-vous arrêté ou... Non, on a arrêté dans le sens où on n'a pas fait beaucoup de spectacles dans les dernières années, puis évidemment, absolument pas dans la dernière année, mais puis c'est pas la pandémie qui a arrêté le band. Je veux dire, tu sais, un band, pour que ça continue à vivre puis à être trippant, c'est comme pour toi, il faut que tu écrives des nouveaux sketchs, il faut que tu écrives des nouvelles tunes, il faut que tu aies envie de les faire. Puis tu sais, on a eu des enfants, on a une vie qui nous a beaucoup plus pris à d'autres points de vue que lorsqu'on était dans la vingtaine, tu sais. Mais bon, tout ça n'est pas non plus des raisons valables, à mon sens. Tu sais, il y a aussi la fatigue, tu sais, la fatigue d'avoir été comme 20 ans ensemble. Tu sais, des fois, tu as envie de vivre autre chose aussi, tu sais, mais c'est pas pour autant, en tout cas pas pour ma part, c'est pas pour autant un renoncement à ça, tu sais. C'est pas à moi de décréter la fin de Loco Locas. Certainement pas ici aujourd'hui. Puis nulle part ailleurs non plus. Tu sais. C'est comme... C'est un truc qui... Tu sais, Biz me dit souvent, tant qu'il n'y en a pas un de nous trois qui va mourir, le groupe sera pas mort. Tu sais. Puis il y a comme un truc comme ça. Puis de toute façon... Fait que c'est ça, tu sais... Je sais pas ce qui va arriver, mais c'est sûr qu'en ce moment, il se passe rien. Puis j'ai rien à annoncer dans ce sens-là. Puis... Mais vous faisiez encore un peu de spectacle dans le sens... Ouais, ben... Tu sais, dans le sens où Loco, à cause de ses prises de position politiques, puis à cause des tunes qu'on parlait de Libérez-nous, puis il y en a d'autres aussi, tu sais. l'hymne du Québec. Ouais. Ben... je veux dire, c'est sûr qu'au nombre de shows de la Saint-Jean qu'il y a au Québec à chaque année, tu sais, on est tout le temps... une vraie... Oui, on est... pas mal tout le temps invité, puis c'est sûr que dans l'esprit des gens qui produisent ces spectacles-là, le groupe, spontanément, il pop, tu sais, fait que c'est ce qui a fait en sorte qu'on est tout le temps resté dans le paysage, même si on sortait pas de musique aussi fréquemment que d'autres groupes. Mais je pense que, et pour moi et pour les autres, on veut pas devenir un groupe de la Saint-Jean-Baptiste, là, tu comprends? C'est pas ça le but, ça a jamais été ça le but. Là, tu sais. Mais en même temps, la toune... le but avec les Canadiens là, de Montréal, de hockey, celle-là, ils vous faisaient jouer en tabarnak, tu sais. Ben, on a joué au Centre Bell très, très longtemps. D'ailleurs, ils ont commencé à perdre quand ils ont sorti ça. Non, mais on a joué au Centre Bell, puis c'était quand même tout un accomplissement, tu sais, je veux dire, d'être la toune du but, tu sais. C'était formidable. Puis oui, c'est une toune qui là aussi a ouvert tout un autre public, je te dirais. Parce que, tu sais, Loco, les libéraux des libéraux... C'était plus politique. Ben oui, puis même si, bon, la politique, quand même, ça touche énormément de monde. Mais là, je te dirais, c'est les kids, c'est tous les flots qui jouent au hockey, leurs parents, le monde qui sont moins politiques, mais qui trippent sur le Canadien, ce qui est une réalité qui se dément pas année après année, là, malgré les insuccès de l'équipe qui, dans n'importe quel autre marché, fera en sorte que... Ciao, merci. Bye. Ouais, tu sais. Donc, c'est sûr que les Canadiens, c'est quelque chose qui importe beaucoup pour les Québécois. Toi, t'aimes ça, le hockey? Puis... Ouais, j'aime ça. J'aime plus jouer qu'en regarder, je te dirais. Puis, mais tu sais, je suis moins fan que Shaft, par exemple, qui est un fan fini. Ah, OK. Puis même de Biz... Parce que c'est vraiment eux qui ont initié la toune. Moi, ça aurait pas été une idée que j'aurais eue. Non, c'est ça. Non, vraiment pas. Mais je me suis rallié à l'idée, puis j'ai écrit pour la toune, puis j'étais super content de la chanter tout le temps. Puis, comme je te dis, indéniablement, une des grandes tounes de Loco. Là, c'est le monde veut l'entendre, puis bon. Puis objectivement, c'est une toune qui est vraiment bien faite et bonne. Mais non, moi, c'est pas le genre de sujet qui m'aurait interpellé. Mais au fond, la toune, la toune est à double niveau pour quelqu'un qui l'écoute. Puis c'est vraiment une toune de Loco aussi là-dessus. Au fond, la conquête du trophée de la Coupe Stanley, pour quelqu'un qui regarde la toune, c'est aussi l'indépendance du Québec. C'est ça, ouais, c'est ça. Le but, c'est la mettre dedans, mais c'est aussi être indépendant. Puis dans le fond, c'est pas éloigné tant que ça, c'est comme... Il y a tout un indépendantiste qui est pas loin. Complètement. Mais au fond, puis aussi l'histoire du Canadien est liée aussi à cette tension-là,
qui dirige le club, l'équipe, c'est qui les grands joueurs, Maurice Richard qui se fait expulser de la Ligue, l'émeute suite à son expulsion parce que les gens trouvent que c'est à cause qu'il est francophone. Je veux dire, l'équipe reflète aussi l'histoire du Québec sur un autre plan, donc c'était très intéressant pour ça aussi. Puis, moi, la toune, je savais même pas que c'était vous autres qui avez fait ça, Bon Zion. Ça, c'est-tu une des premières qui a pogné? Ouais. Ouais, hein? Oui, c'est une des. C'est sur Amour Oral, c'est une toune qui a vraiment bien marché à la radio. Puis, je te dirais plus avec un public plus jeune, là, parce que, bon, il est question de potes, mais aussi, la toune est bonne, là, sérieux, ça groove bien. Puis. Mais c'est drôle parce que ça, l'histoire de la toune, c'est qu'il y a des amis à nous qui avaient fait un film à compte d'auteur qui s'appelle Bon Zion. OK. Puis, ils voulaient qu'on fasse une toune pour le film. Moi, je pense que c'est ça. C'était ça l'idée derrière la toune. Puis la Bonne Zion, c'est comme les petits plants, tu sais, les petits arbres, les bonsaïs. La Bonne Zion, c'était comme le petit plant magnifique qui te fait un trip, mon vieux. C'est de la drogue condensée, puis tout. Puis c'était ça l'idée du film. C'était comme un plant de pote. Mais réduit, tu sais. Concentré. Mais c'est quand même le truc introuvable. Puis tu sais, l'histoire du film, c'était autour de ça. D'ailleurs, c'est un film que je recommande. Si les gens sont capables de le trouver, il y a des affaires délirantes. C'est drôle au bout. Puis dans ce film-là, on avait fait la toune, puis c'était le titre de la toune aussi, tu sais, puis... Fait que vous l'avez fait pour le film? On l'a fait pour le film, puis après ça, c'est devenu une toune, évidemment, de le coup qu'on a mis sur le disque, puis on a fait aussi un vidéoclip qui a vraiment tourné à Musique Plus aussi, qui avait la particularité d'être un tour de force. C'était un long plan séquence. Ouais. C'était un ami à nous, Tristan Dubois, qui a réalisé le film, puis c'était Steadicam. Puis tu sais, la toune, elle dure... pas loin de 6 minutes, là. On était dans un immense entrepôt, puis on avait, tu sais, comme un plan séquence, là, tu sais, c'est comme pendant 6 minutes de temps, la cam traverse plein d'univers, du monde qui passe, qui font des affaires, un gars qui jongle, un autre qui... Ça start dans un cinéma, puis vous rentrez dans l'écran, puis pour faire un long parcours de... Puis il y a des troupes qui dansent, puis c'est ça, puis tu sais, le gars, à Steadicam, c'était 6 minutes, tu sais, je pense qu'on a repris la prise 3 fois, parce qu'après 3 fois, le gars, il était brûlé mort, là, tu sais. La cam, même si c'est un système de poulie, ça pèse une tonne, tu sais, puis on avait fait qu'on était vraiment contents du... Fait que le clip a aidé aussi la toune, je pense. Puis... Hey, mais Seb, man, c'était vraiment cool. Hey, Jared, man, c'était un plaisir. Vraiment. Thank you, man, d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment le fun. N'importe quand, mon gars. Merci. Puis, t'as-tu de quoi à plugger? As-tu de quoi qui s'en vient? Tu vois que t'aimerais parler? Ben, je suis étonné que tu m'en aies pas parlé, mais ça me fait plaisir en même temps. C'était comme une entrevue plus de fond, puis c'était super cool. Mais je peut-être dire aux gens que de regarder ça, parce que de toute façon, je pense que les gens vont s'intéresser à ça de toute façon. Mais moi, j'ai fait 2-3 films dans les dernières années qui, évidemment, sont retenus au box, là, qui peuvent pas sortir comme tout le monde. OK. Fait que j'ai fait Sébastien Pilote, un réalisateur du Lac, a fait une troisième version de Maria Chapdelaine, tu sais, le grand roman de Louis Aymon. OK. C'est lui qui avait fait Le Vendeur puis Le Démantèlement. Sébastien Pilote, donc, a fait Maria Chapdelaine. Ça va sortir... je sais pas quand, mais prochainement. OK. Moi, je joue là-dedans. Puis dans un autre film qui s'appelle Le Club Vinland, qui est réalisé par Benoît Pilon, qui est un autre film d'époque qui se passe à la fin des années 40 au Québec. Super beau film. Ce que je peux dire vite fait, c'est que ça fait penser un peu à La Société des pas disparus. Tu sais, c'est un genre de film comme ça. OK. Très bon film. Puis un dernier film aussi que j'ai fait, puis là, c'était avec des amis, puis budget beaucoup plus restreint, mais néanmoins une super aventure. Puis ça s'appelle Live Story, puis ça a été en partie filmé avec un téléphone cellulaire. Ah ouais? Ouais. Ben, Chris, ils font du 8K avec des cellulaires maintenant. C'est mieux que mon Instagram de cul. Fait que c'est quand même très impressionnant. Ouais. Michel Courtemanche, il a fait une série justement avec son téléphone cellulaire. Ouais. Qui fait totalement du sens. Là. Non, absolument. Ben, c'est ça. C'est pour justement aussi, ça permet d'échapper à la dictature d'un certain discours médiatique là, qui limite les possibilités. Ah ouais, sa plateforme, tu veux dire? Ouais. Non, évidemment, man. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Le point. Yes. Puis, man, je te souhaite tous les succès, mon gars. Là. T'es vraiment fin. Puis merci encore d'avoir accepté mon invitation. Plaisir, Jared, n'importe quand. Ciao tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Peace out. Yes, bye. Sir. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain.
Yeah, 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 yeah! Poum, 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 poum!